Ben, pour moi aussi, hein, c'est une joie de me retrouver ici. Je voudrais commencer justement avec cette magie des synchronicités. Parce que pour moi, la vie, c'est vraiment... Il y a une magie dans la vie, mais on a oublié que la vie, elle était magique. Hein. Et la plupart du temps, on a été entraîné à mettre de l'effort, que ça soit difficile. Et puis, plus c'est difficile, plus c'est méritant. Hein. Et en fait, on se rend bien compte, quand on était petit, ben, on jouait, on riait, puis tout arrivait, on faisait des rencontres. Il n'y avait pas le mental qui venait interférer. Et je donne souvent l'exemple des tout petits enfants pour exprimer qui nous sommes vraiment. Parce que quand nous sommes libérés des pensées fixes, parasitantes et qui ne nous appartiennent même pas, quand nous sommes libérés des souvenirs de traumas, etc., enfin bref, quand on est dans l'instant juste maintenant, ce qui émerge, c'est juste la joie, le rire, le plaisir d'aller rencontrer les personnes qui sont sur notre chemin. Et en fait, c'est quand même quelque chose d'étonnant de se dire que on est obligé parfois de faire des séminaires ou autres pour recontacter cette joie. Cette joie, c'est vraiment notre essence. Et cette joie qui est notre essence, je dirais qu'il y a des synonymes, parce qu'on parle de joie. Moi, pour moi, il y a un seul mot, c'est la conscience. Et la conscience, quand elle se révèle à l'intérieur de nous, eh bien, c'est un feu d'artifice de joie, c'est de la gratitude et c'est de l'amour. Et je ne parle pas de l'amour où on nous dit il faut aimer. Alors déjà, rien que le falloir, ça annule déjà le mot amour. Et c'est cette émergence naturelle, spontanée, qui sort de nous. Hier, quand Olivier parlait, c'était très intéressant, tous les losanges. Mais moi, ce que je captais, ce que vous avez capté aussi, c'est cette énergie incarnée de joie, de vivance, d'envie de partager, etc. Et la synchronicité, ben, c'est quand on est vraiment prêt à recevoir finalement toutes les informations que la conscience nous envoie à notre insu et que bien souvent on ne reçoit pas parce que la porte est fermée. Et si je suis ici, effectivement, c'est de la synchronicité. C'est des choses très étonnantes et je vais l'aborder parce que Pierre, c'est quelqu'un qui est très important, Pierre Pradervand, dans mon cœur. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'intéressant. J'intervenais dans un congrès où Pierre était censé intervenir aussi au sujet de Roger McGowan. Et j'étais très contente, j'avais lu un peu un résumé, je me suis dit je vais y aller, etc. Et s'il se trouve qu'il y a eu un changement d'horaire. Et je ne savais pas un changement d'horaire dans le congrès, c'était le changement d'horaire de printemps, etc. Vous savez. Et en fait, moi j'ai zappé ça. Et quand je suis arrivée, la conférence était à sa fin. Et en plus, ce n'était pas Pierre, parce que Pierre n'avait pas pu venir et quelqu'un d'autre était venu. Et je n'ai pas osé rentrer parce que c'était la fin. Et j'étais vraiment désappointée. Et je vais faire un tour à la librairie. Et puis, de la librairie, je vois le visage d'un homme noir sur un livre. Et je vois marqué Pierre Pradervand, Roger McGowan, message de vie du couloir de la mort. Je ne vais jamais à la librairie quand je vais là-bas, dans ce congrès. Et là, le fait d'avoir été en retard m'a amené là. Et puis ce qu'on m'a dit après, c'est que la personne qui avait intervenu n'avait parlé de tout sauf de Roger McGowan. Enfin, il y avait eu comme ça des espèces de synchronicité qui m'avaient fait rater finalement cette conférence pour arriver sur le livre réellement. Et puis je prends le livre, je regarde derrière et je dis bah oui, c'est triste, il y a tellement de gens qui sont condamnés à mort. Et puis c'est tout ce que ça me fait, mais je me dis je vais le prendre. Et quand je suis rentrée le soir, je l'ai lu la nuit. Voilà. Je l'ai lu la nuit. Et alors, il y avait une détermination en moi qui était, je veux le rencontrer, je veux rencontrer Pierre Pradervand. Et vous savez, cette détermination, mais qui efface toute timidité que vous pourriez avoir. Quand c'est vraiment là, quand c'est vraiment sûr que c'est ça qu'on doit faire, tout d'un coup, il y a un élan qui nous pousse et on trouve vraiment la force de le faire. Et ce qui est marrant aussi, c'est que du coup, je téléphone et Pierre décroche tout de suite. Il était tard et il me dit « Je décroche jamais normalement comme ça au téléphone. Mais qui êtes-vous » et je lui dis simplement, je lui dis « Voilà, je voudrais faire partie du comité de soutien. » Il me dit « Non, vous savez, on est déjà à 19, faites des dons, ceci, cela, pour soutenir. » Et moi, j'étais là « Non, non, Pierre,
j'ai une place, ma place est dans ce comité de soutien. Qu'est-ce qui nous fait dire des choses comme ça? Il faut être gonflé, quoi, culotté, etc. Mais ce n'était pas du culot, ce n'était pas être gonflé, c'était vraiment que je savais. Et c'est quoi ce « je savais » ? Et c'est toute la différence avec le savoir, pour moi, intellectuel, du savoir emprunté, c'est que je savais, mais je le savais dans mes tripes, dans mes cellules, que je devais être dans ce... Et du coup, Pierre, il a dit « Ah oui, bon, bah alors oui ». Mais il a été, voilà, et ça a été le début vraiment d'une belle amitié, de rencontre avec Roger McGowan, qui est certainement un de ceux qui représente pour moi le plus ce pardon et cette transformation de la haine en acceptation et en amour, et comment utiliser ce que je suis en prison, dans cette horreur de l'enfer carcéral, pour quand même faire de ma vie quelque chose de beau. Eh bien, pour moi, c'est ça le sujet, c'est que c'est pas de savoir pourquoi on est là. Bah, de toute façon, on est là, on y est. C'est même pas de savoir vraiment j'entends des fois quelle est ma mission, je sais pas quoi. Moi, j'ai envie de dire, la conscience, elle est venue se promener sur la terre dans un corps. Voilà, c'est notre corps, notre véhicule, et puis elle est venue faire une expérience. Hein? Si vous êtes hors du corps, vous ne pouvez pas savourer un bon café, goûter une bonne fraise, sentir la chaleur d'un corps sur votre corps, etc. C'est une expérience inouïe, l'expérience du passage sur la Terre. Et cet émerveillement, en fait, d'être des êtres dans un corps, c'est quelque chose à renouveler sans cesse. Parce que si nous nous émerveillons déjà d'être là, ici, ensemble, parce que dans quelques années, il y en aura quelques-uns qui seront partis de l'autre côté du voile, hein, eh bien, si nous nous émerveillons maintenant d'être ensemble, hein, d'avoir cette possibilité de respirer, de regarder, d'avoir un corps qui nous porte et tout, ça va donner qu'est-ce quoi? La gratitude. C'est-à-dire la gratitude, pour moi, ça a été pour moi, en fait, mon expérience du pardon, c'est la gratitude qui m'a ouvert, je dirais, la porte du pardon. Parce que je me souviens que la dernière fois, j'ai vu quelqu'un l'autre jour qui était ici, au Journée du Pardon, il y a 2 ans, quand j'ai fait ma conférence, et puis elle me dit, ce qui m'a scotché, c'est quand tu as dit le pardon, c'est quand on a réalisé qu'il n'y a plus rien à pardonner. Je ne dis pas que c'est la vérité, moi c'est mon vécu. C'est mon cheminement, c'est mon expérience. C'est-à-dire, pourquoi de ne plus avoir à pardonner? Parce que si on reconnaît ce que maintenant nous commençons tous à savoir, que nous sommes créateurs par nos vibrations, par nos mémoires aussi, hein. On porte tous des mémoires cellulaires, des histoires de la nuit des temps, pas seulement le transgénérationnel. Si nous avons cette connaissance-là que tout ce que nous disons, nos paroles, nos pensées, nos sentiments, nos émotions sont des vibrations, et qu'une vibration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attire une vibration similaire. On peut juste se dire, si j'ai envie que ça change, il faut que je change mes vibrations. Mais comment? C'est ça la question, en fait. Et quand tu parlais j'ai beaucoup aimé, bien sûr, ce qu'Olivier a dit hier, hein, parce que c'était vraiment pour moi comme une entrée en matière de ce que je veux partager ici. C'est que la plupart d'entre nous, on croit qu'on est libre, mais est-ce qu'on peut être libre quand on n'est pas conscient à 100%? Est-ce qu'on peut être libre quand on a l'histoire de la mère, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, quand on a des mémoires de je ne sais pas quoi, de pendaison, de guerre, de famine, etc., qui sont encore inscrits quelque part à notre insu, évidemment, hein, dans nos cellules? La véritable liberté, c'est de pouvoir faire de véritables choix. Est-ce qu'on fait un choix en toute liberté quand on a des systèmes de croyances derrière? Non, ça c'est pas bien, ça c'est bon, ça c'est ceci, cela. Il n'y a pas de véritable liberté. Il n'y a pas de véritable choix. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, il y a toujours un conditionnement. Et ça, c'est ce qui a sauvé, je dirais, c'est ce qui a permis, de mon expérience en tout cas, ce parcours de guérison, de transformation, de quelque chose qui, même quand j'y pense maintenant, c'est vrai que la destruction totale de sa famille, le feu, l'incendie, l'accusation, c'est quelque chose que quand je l'entends, je me dis « Oh mon Dieu, mais comment elle va faire ?» Quand j'entends quelqu'un, pour vous dire, j'oublie que... C'est-à-dire que quand il y a une véritable traversée, je crois quelque part, on est complètement désidentifié. Hein. Mais le mental, en tout cas mon mental, lui, il dit « Oh là là, mais c'est terrible, etc. » Puis après, je dis « Mais attends, non, mais ça ne va pas. »
oui, non, cette personne, elle a la capacité, elle a la force, toi tu l'as eu, elle l'a, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un réflexe conditionné dès qu'il se passe des choses dans le monde, ou dès qu'il se passe des choses autour de nous, des gens qu'on aime, on croit qu'ils ne vont pas y arriver. Donc on va tout faire pour les sauver et les aider. Et bien souvent, dans mon expérience de vie, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je n'ai pas été aidée et que j'aurais bien voulu l'être, parfois ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'en fait, de ne plus avoir aucun support, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand on est vraiment seul? Soit on meurt, soit on dit, bon ok, je vis, mais comment? Et ce comment, c'est comme une énergie qui monte dans l'univers. Comment? Et c'est comme si, quelque part, au-delà des limitations du mental, il y avait le réservoir de toutes les réponses de l'univers, le champ quantique vibratoire, la matrice, comme certains l'appellent, la source, la conscience, on peut y mettre tous les noms, et que cette vibration, elle traverse le plafond de nos limites, elle vient activer en fait une résonance. Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, ça sonne à la porte, ou alors quelqu'un vous appelle, ou vous tombez sur un article quelque part, et c'est exactement ce que vous aviez besoin. Et ça vous est à tous arrivé. Mais si ça nous arrivait plus souvent en activant délibérément justement ce champ, cette possibilité d'émettre et de recevoir. C'est ça la question pour moi aujourd'hui. Parce que la synchronicité, pour moi, c'est le message. Alors, je suis comme Olivier, je ne dis pas Dieu, parce que Dieu, ça a des connotations, et c'est dommage, parce que c'est très très beau, je le dis quand même. Il peut y avoir Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, après tout, non mais c'est vrai, on est libre aussi de mettre les noms qu'on veut. Hein, mais vous pouvez l'appeler la source, vous pouvez l'appeler... Et ce que je me suis rendu compte dans ces moments où j'ai crié, mais oui, je veux bien vivre, mais comment? C'est comme si tout d'un coup, j'avais lancé en fait l'énergie pour qu'il se passe quelque chose et qu'on me réponde. C'est-à-dire que j'ai souvent entendu dire la Terre, c'est une planète de libre arbitre, donc on doit aussi, on ne doit pas être comme ça passif à attendre. Vous savez, quand on entend oh, mais si ça doit arriver, ça arrivera. Il y a une histoire qui raconte qu'il faut attacher le chameau d'abord. C'est-à-dire que, je vais vous la raconter, je la trouve super. Ah, d'accord. C'est le message, c'est la synchronicité. Ah, oui, j'entends. Là, le message, il est fort, hein. On peut carrément l'enlever, tu sais. Ok. Bon, je vais parler plus fort alors. Je peux parler plus fort que les cloches quand même. Bon, je parlais donc de ce mot Dieu. Dieu qui peut être la source, le grand tout, le grand respire, la conscience, etc. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que quand j'ai poussé ces premiers cris, qui sont des questions, parce que pour certains, c'est des prières, hein, ils se mettent parce on leur a dit, tu pries Dieu et Dieu va te répondre. Mais moi, Dieu, il n'existait pas dans mon univers. Même quand quelqu'un m'a donné la Bible, je me souviens, j'ai dit non mais ça va pas. Un petit peu comme quand hier on disait qu'il y a des gens qui disaient oui, où était Dieu à Auschwitz, etc. Dieu, il nous laissait faire notre travail de transformation, notre travail de guérison et de libérer en fait ces espèces de démons qui sont inscrits à l'intérieur de nous et qui ne nous appartiennent pas. Et très vite, je me suis rendu compte de ça. Et le moment où j'ai crié « oui, mais comment ?» je dirais que c'était une prière païenne, quoi. C'est-à-dire laïque, comme vous voulez. C'est-à-dire que je ne sais pas à qui je m'adressais. N'empêche que je l'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, au fond de nous, on sait tous d'où on vient. Cette fameuse nostalgie, quelque part, d'un enveloppement, d'une douceur, d'un amour, de se fondre dans quelque chose d'inconditionnel, on le porte tous à l'intérieur de nous. On le porte tous parce que c'est ça notre véritable nature.
c'est notre véritable nature. La preuve, c'est que quand on fait des cercles de pardon, et que tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe quand on regarde quelqu'un dans les yeux? Mais le mental, il disparaît. En fait, c'est juste que la conscience, elle est là, c'est nous la conscience. Mais notre mental, il nous a mis plein d'histoires. Mais on aime bien aussi les histoires. C'est une façon de se faire écouter, d'avoir une identité. Et ce n'est pas gênant, les histoires. Le problème, c'est l'identification. C'est de penser que je suis mon histoire. Je suis mon histoire. Alors on raconte, alors en thérapie, j'ai beaucoup accompagné à un moment donné en individuel. La personne raconte, bien sûr, on nous a dit, voilà, papa, maman, les histoires, maman m'a pas donné le biberon, papa n'est pas venu chercher à l'école, donc c'est pour ça que maintenant je vais pas bien, etc. Bon, tout cela, il faut qu'il fasse ses cercles de pardon. Je te demande pardon, de te rendre responsable par ton attitude de mon incapacité finalement à faire le choix d'être heureuse ou d'être heureux. Et justement, je parlais de Roger McGowan parce que Roger McGowan, pour moi, il est l'exemple type de quelqu'un qui a fait le choix. Parce que dans une situation comme celle-là, on se dit, mais c'est pas possible, je vais me fracasser la tête contre les murs. Non, à un moment donné, il a dit, on peut tout m'ôter, on peut tout me prendre, mais c'est moi qui ai le choix d'être joyeux ou de pas. C'est moi qui ai le choix de le transformer, de ne pas répondre par la haine. Ça, c'est un message magnifique, parce que combien de fois on entend dire « mais c'est normal que cette personne ait fait ça avec ce qu'elle a vécu ». Moi, j'ai été la première à avoir cette attitude-là. Alors, là aussi, il s'agit de sortir du triangle victime, bourreau, sauveur. C'est-à-dire que la véritable liberté, on ne peut pas l'avoir quand on est enfermé dans le triangle, ce n'est pas possible. Et si vous regardez autour de nous, la société, elle est construite quand même beaucoup là-dessus. Il faut toujours trouver un coupable quelque part. N'importe quoi, un accident tout bête, un gamin qui tombe en vélo, il faut chercher le coupable. Le gamin, il est juste tombé en vélo, quoi. Il n'a pas fait attention, peu importe, quoi. Et donc, en fait, tout est construit là-dessus, victime et les sauveurs. Alors, je pense qu'ici, parmi nous, il doit y en avoir beaucoup qui ont dû être, en tout cas, dans la posture du sauveur. En général, quand on se plonge dans le développement personnel, il y a vraiment un côté comme ça. Moi, j'étais infirmière, donc il y avait aussi ce côté sauveur, psychothérapeute, sauveur. Puis tout d'un coup, on se rend compte que non. C'est-à-dire qu'on peut accompagner, oui, accompagner, c'est magnifique, accompagner les personnes à accoucher d'elles-mêmes, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la planète et puis aux gens. Mais c'est la chrysalide dont tu parlais hier, si jamais quelqu'un veut aider le papillon à sortir, il ne trouvera jamais sa force. C'est-à-dire qu'en fait, empêcher quelqu'un de trouver sa force, c'est comme pour la chenille et le papillon, ça va être un papillon qui ne va pas savoir voler et qui n'aura pas la force de pousser et de déchirer le cocon, en fait. Et donc, quand je disais que certaines personnes qui ne m'ont pas aidée m'ont vraiment le plus aidée, parce qu'à un moment donné, là, c'était, voilà, il y avait le gouffre, voilà, on va dire. C'est toujours le moment le plus puissant où on peut changer vraiment notre réalité et faire de vrais choix. C'est le moment, je dirais, où on n'a plus rien à perdre. Et ça a été aussi une de mes chances. Je le dis maintenant, je n'aurais pas dit avant. Mais c'est une chance de ne plus rien avoir à perdre, finalement. Tu t'accroches plus à rien. Donc, comme tu n'as plus peur, tu fais des choses qu'avant, tu n'aurais jamais fait. Et le mental, lui, alors là, il est complètement court-circuité. Parce que le mental, quand même, son boulot, même si on en a besoin pour allumer la lumière et tout ça, c'est de nous faire répéter toujours la même chose. Et c'est pour ça que les gouvernements répètent depuis la nuit des temps, je dirais, finalement toujours la même chose sous d'autres formes, parce qu'au lieu de faire appel à la conscience qui est un puits illimité d'informations nouvelles qui pourraient nous changer notre façon d'être, notre réalité, on fait appel à ce qu'on connaît, c'est-à-dire à tout ce qui est dans les livres, ce qu'on a appris, etc. Et c'est vraiment... pour moi, la véritable libération, c'est quand en fait le seul interlocuteur, ça devient la conscience. C'est-à-dire, j'ai souvent donné la main à la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire donner la main à la conscience? C'est juste poser des questions ou prier, enfin chacun le fait à sa façon. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce qu'il y a là que je pourrais choisir, mais que je ne sais pas que je peux choisir, par exemple? Parce que sinon, on va tourner avec les choses qu'on connaît déjà dans notre tête. Quelle est la surprise, voilà, qui pourrait arriver
que je ne connais pas encore, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais qui pourrait changer ma vie, qui pourrait me rendre plus légère, plus joyeuse, plus créative, plus aimante, et qui me permettrait de ce fait d'aider aussi les autres, rien que par le débordement de mon être. Et rien que cette question-là, c'est une vibration. C'est Einstein qui disait « Nous sommes les antennes vibratoires qui envoyons des ondes et qui recevons les événements ou les personnes qui correspondent à ça. » Ça veut dire que si on est malheureux tout le temps, en fait, il faut changer. Il ne faut plus être malheureux. Dire, attends, ça ne va pas, non, si je savais comment ne plus être malheureuse. Et si c'était un choix? Et si c'était un choix? Je me souviens de quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'étais dans un groupe de je ne sais plus ce que c'était, dans une relaxation profonde. Alors on me faisait aller, vous avez 12 ans, vous avez 10 ans, vous avez 9 ans, vous avez 8 ans, vous avez 7 ans. Alors là, 7 ans, je pleurais, tout le temps. Et les émotions qui venaient, je pleurais, pour vous dire, je ne sais plus du tout pourquoi. Mais en tout cas, c'était comme ça. C'était systématique, vous mettiez le doigt sur le bouton, et puis ça y est, quoi. Pavlov un peu, hein. Et en fait, mais je ne savais pas que je pouvais changer ça, parce que je croyais que ça ne m'appartenait pas, comment dire, c'était quelque chose qui était plus fort que moi, c'était un peu le cas d'ailleurs, mais je pensais que j'avais plus de pouvoir là-dessus et plus de choix. Puis un jour, le gars qui animait ça, il dit juste une chose pendant. Rappelez-vous, vous avez toujours le choix. Vous avez le choix de où vous regardez et comment vous utilisez ce que vous voyez. Ça m'a fait un déclic incroyable. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, les pleurs se sont stoppés immédiatement et j'ai commencé à voir toutes les choses belles que j'avais vécues aussi à cet âge-là. Et ça a été fini après. Donc c'est juste pour témoigner que même dans le désespoir le plus profond, tout d'un coup on peut faire un stop. On peut faire un stop et puis décider d'aller là. Ah, je n'avais pas vu ça. Parce qu'en fait, il y a une espèce de répétition automatique de reproduire les mêmes schémas tout le temps et tout le temps. Et c'est pour ça que je me permets de dire qu'on n'est pas libre quand on est encore plein de nos schémas et de nos points de vue fixes et nos certitudes, etc. Pour rebondir sur ce que Olivier avait dit hier, je ne sais pas si vous avez lu le Quatuor d'Alexandrie. Non, c'est un énorme livre, comme la Bible en plus, enfin très 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 gros, j'ai pas réussi à tout lire, mais il est très très intéressant pour ceux qui ont le courage. C'est que en fait, c'est des événements qui ont lieu à Alexandrie à un instant T, et en fait, c'est relaté par 4 personnes différentes. Donc, c'est plus la même histoire. C'est plus la même histoire. Et même dans ma famille, quand j'entends ma sœur parler de ma mère ou de je sais pas, je me dis mais on n'a pas vécu la même chose. Mais oui, parce qu'en fait, c'est tellement subjectif et on prend tellement les choses en fonction de nos propres blessures. De la même façon, une personne qui, soi-disant, nous blesse, elle ne nous blesse pas à un certain niveau. Elle réactive quelque chose qui était là et sur lequel on n'avait pas été jusqu'au bout. C'est un petit peu comme quand Freud disait... si vous ne voulez pas traverser quelque chose et que vous le fuyez, ça va toujours vous courir après pour se présenter d'une autre façon. Et alors, si justement les événements difficiles, les traumas, toutes les choses qu'on juge catastrophiques, elles étaient là aussi, ces événements étaient là pour refaire remonter en fait des mémoires d'autres traumas qui n'ont rien à voir et peut-être justement pour leur permettre de se libérer, de se transformer. Et si on était les nettoyeurs vibratoires de la planète? Et si nous étions une génération transitoire? Parce que regardez, moi, mes grands-parents, psychologie, je ne sais même pas si le mot existait pour eux, psychothérapie encore moins. Donc c'est très récent finalement, cette aptitude à aller regarder à l'intérieur, mais qu'est-ce qui se passe, alors bien sûr c'est devenu un peu, c'est la faute à maman, à papa et tout ça, mais il fallait bien commencer par quelque chose. Et en fait, ça date de quand, quoi? Des débuts des années 1900, on va dire, voilà. Donc c'est rien du tout. Et maintenant, moi j'ai connu tout le côté Freud, Lacan, voilà, puis Jung. Alors Jung, il n'était pas bien vu du tout. Moi, je travaillais en pédopsie. Jung, c'était le farfelu qui parle un peu de spiritualité.
Parce que la psychothérapie à l'époque, elle était vraiment, je dirais, laïque, quoi. Voilà. Même si Françoise Dolto, elle avait un chemin spirituel, chrétien, etc. Mais quand même, et je me souviens de mes collègues de travail ou des psychiatres qui étaient là, Jung, mais vraiment, c'était quoi cette histoire d'inconscient collectif, cette histoire de synchronicité, etc. Rendez compte, ça date de pas longtemps, ça. J'avais 20 ans, bon, si, ça date de longtemps, mais... On voit pas le temps qui passe. Mais il ne passe pas, en fait. Il y a une partie de nous qui est là, immuable, et qui n'est pas née et qui ne mourra pas. C'est cette fameuse essence, cette fameuse joie qui n'a besoin de rien pour être. Et j'en parle, non pas d'une façon intellectuelle, mais parce que je l'ai vécu, je le sais, et je ne sais pas comment en parler autrement qu'en l'étant, parce que pour moi, c'était impossible, par exemple, que quelqu'un qui a vécu la guerre ou des choses, des traumas graves, puisse continuer d'avoir de la joie. D'ailleurs, souvent, c'est ce que les gens nous révélaient un peu, hein, triste, bon, une incapacité de s'ouvrir à la vie, etc. Et en fait, dans cette, je dirais, tragédie que j'ai traversée, ça m'est tombé dessus. J'ai jamais cherché quoi que ce soit, et la synchronicité a joué son rôle, parce qu'à un moment donné, il y a eu ce choix. Et ce choix, il est venu, en fait, juste... enfin, quand même, il est venu aussi d'une autre synchronicité. C'est qu'un matin, plus désespérant que d'autres, je me suis réveillée en me disant « je ne peux pas tenir, je vais mourir ce soir ». Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que les gens qui veulent mourir, ce n'est pas qu'ils veulent mourir, ils ne veulent plus souffrir. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y en a peut-être qui veulent mourir, qui veulent vraiment mourir, mais souvent c'est parce que face à une souffrance qui ronge de l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de soleil, il n'y a rien devant, quoi. Il y a cette impression que ça va durer toujours. Et ça, on ne peut pas vivre avec toujours ça, la souffrance qui nous tenaille et qui nous ronge de partout. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose, voilà, on n'est pas prêt à s'offrir en sacrifice comme ça, quoi, en fait. Peut-être qu'il y en a, hein. Il y a des personnes aussi hein, qui vivent dans cette... qui arrivent à vivre, mais toujours dans la souffrance. Moi, je crois qu'il y avait une partie de moi qui disait... où tu vis, et tu vis voilà, bien, hein, bon, même si bien ne voulait rien dire pour moi, bah, où tu pars tout de suite, quoi. Il n'y avait pas tellement cet intermédiaire un peu, vous savez, fait de briques et de broc. Et quand même, je me souviens de ce moment où il y a eu comme un hurlement à un Dieu que je ne connaissais pas et qui était, mais soit il se passe quelque chose, soit je meurs. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça ne soit pas comme ça? Vraiment, il y a eu ça. Je ne sais plus ce que j'ai dit exactement. J'étais dans un état bizarre. Et l'après-midi, une de mes amies m'a déposé le livre de Martin Gray, hein, ce que j'avais expliqué il y a 2 ans. Et ce livre de Martin Gray, qu'est-ce qu'il m'a montré? C'est que c'est possible. C'est possible de continuer de vivre, même si on a vécu le pire. Et ça, c'est la force du témoignage. Parce que les gens qui viennent nous dire « mais tu sais, tu devrais trouver tes forces en toi, quand même, tu as tout… » C'est énervant. Bah, mais oui, c'est énervant parce que c'est du blabla, parce que c'est pas du vécu et on ne peut pas s'imaginer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'identifier à quelque chose de mental, à des mots. Par contre, quand on est vraiment mal, on peut s'identifier à quelqu'un aussi qui… a été mal ou est mal, et puis qu'il le transforme. Et ça a été vraiment... Et là, par contre, j'ai de nouveau eu le choix. Hein. Est-ce que je choisis de continuer, ou est-ce que je me dis, bah non, de toute façon, voilà. Et je me rappelle que ce jour-là, j'ai dit, bah oui, ok, comme je l'ai dit avant, mais comment? Et ce comment m'a ouvert la porte de plein de choses qui sont arrivées à moi. Et ça, c'est quelque chose que je ne voudrais jamais cesser de partager. C'est qu'en fait, quand on cherche dans notre tête une réponse à quelque chose qui est viscéral, on retombe toujours sur des choses qu'on connaît déjà et qui ne peuvent pas changer quelque chose. Les artistes, les peintres, les créateurs hein, et les changeurs du monde, parce que ça peut être que ceux-là, pourquoi? Parce qu'ils sont connectés direct avec la conscience. Donc en fait, les informations, ils les ont. Alors les artistes, ils les donnent à leur façon. C'est pour ça qu'une société qui n'honore pas les artistes est une société en décadence.
Parce que les artistes, ils sont les porteurs du symbolisme, même quand vous regardez une peinture qui a émergé justement d'une inspiration et de recevoir des informations de la conscience, eh bien, vous savez, vous connaissez les neurones miroirs, hein, nos neurones miroirs s'activent. Hein. Donc en fait, c'est la grande faille qui avait et qui va changer peut-être grâce à ce début de transformation vibratoire de nos pensées, nos paroles, etc. Hein. Eh bien, en fait, la faille, c'était qu'on a commencé à mettre l'accent, mais ça fait quand même longtemps que je dis qu'on a commencé, mais que sur l'aspect matériel, que sur l'aspect survie finalement, que sur l'aspect avoir, que sur l'aspect faire. Et nous, ce qu'on est en train de développer à travers tout ce qu'on a fait depuis les thérapies et puis toutes les autres choses qui sont arrivées, remarquez, il y en a eu des hardes, hein, avec des coussins, je me rappelle, j'ai failli m'étouffer et tout. Ah ben, il y a eu quelques morts, hein. Non mais c'est vrai. Non, mais c'était la période où on nous disait « Allez, trouve ta force en toi !» Alors, tu étais là, tu avais 3 matelas sur toi avec des gars qui étaient couchés, tu vois. Tu étais là, trouve ta force en toi. Ouf. Alors, bon, peut-être on avait besoin de ça. Et c'est vrai aussi, moi, je me souviens d'un moment où j'étais là « des gars !» Je me dis « Ouh là là !» Je ne savais pas que j'avais cette puissance-là, tu vois, elle m'a fait un peu peur. Mais c'était super dans ce sens-là, parce que, voilà, mais quand même, qu'est-ce que c'était violent. Oh là 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 là, j'ai été enterrée vivante, des trucs. Non, mais c'est vrai, ça c'est mon livre, hein, remarquez, il n'y en a qu'à de le lire. Mais c'est incroyable, mais même moi, des fois, mais je pense que c'est jamais un hasard si des choses comme ça arrivent à nous. Maintenant, j'en rigole, mais à l'époque, je pense que c'était ça dont j'avais besoin. Voilà, il ne faut jamais regretter ce qu'on a fait parce qu'on a changé depuis, parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu avant. Hein. Voilà. Hein, si on est là aujourd'hui, c'est peut-être qu'on a eu des blessures, comme disait bien Olivier, c'est que sinon, est-ce qu'on viendrait là? Voilà. Et en fait, merci à tout ce qui nous est arrivé, merci à nos traumas, merci à nos accidents, merci à ceux qui n'ont pas été sympas avec nous, merci à tous ceux qui nous ont ridiculisés, qui nous ont blâmés, qui nous ont donné tort. Merci, merci, merci. Oh, merci, mais je suis sincère, merci. Parce que grâce à vous, mais j'ai dû trouver ma force et puis je suis allée creuser dans des endroits de moi que je ne savais pas qui existaient, qui étaient reliés direct là-haut, mais j'en savais rien. J'en savais rien. Et c'était ces fameuses aides bizarres, quelqu'un qui arrive dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi, et puis qui te propose quelque chose. C'était des... Voilà, donc en fait, en lâchant aussi la rancœur, puisqu'on parle de pardon, mais pardon, c'est effacer aussi et dissoudre les rancœurs qui sont une énergie incroyable. Et cette énergie, elle t'empêche d'aller montrer ta splendeur dans le monde, quoi. Et c'est ça. Qui sommes-nous, en fait, pour nous réduire, comme le disait Maria, voilà. Et pendant longtemps, non, c'est bien, on est à deux. Pendant longtemps, par exemple, moi, j'ai cru que, par exemple, prendre la parole en public, fallait pas, c'était arrogant, c'était prétentieux, mais pour qui je me prends, mais faudrait que j'ai plein de diplômes et tout, vous savez, le truc là. Et donc, je me réduisais. Parce que pour moi, c'était ça, là, il faut être humble. Mais c'est pas ça, l'humilité. Mais j'ai compris vraiment longtemps après, c'est pas ça. Et même un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'est un affront à la conscience de ne pas révéler qui nous sommes. Waouh! Mais oui! En fait, on nous a donné des talents. On est des fleurs dans le jardin du monde. Hein. Et puis, ces fleurs, elles sont toutes différentes. Elles ont tout un parfum à donner. Elles n'ont rien à faire, juste s'ouvrir. C'est tout. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Elles ont une cloche dessus, transparente. Et la cloche, c'est « tu ne mérites pas, il ne faut pas, tu n'as pas le droit, puis c'est dangereux, cache-toi, etc. » Et en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous? On note la cloche. On est les auteurs de cloches. Voilà, c'est notre nouveau terme. On est ceux qui retirent les cloches. Voilà, on va trouver un nom. Non, mais je n'avais jamais dit ça avant. Hein. Les cloches m'ont inspiré. Voilà. Non, mais imaginez juste l'image, la parabole, c'est qu'on est là, on est des fleurs, on est des fleurs magnifiques, et voilà. Et donc il y a cette espèce de truc au-dessus. Tu as juste de quoi être un bouton prêt à éclore. Mais voilà, déjà le bouton il est beau, mais on croit que c'est suffisant, quoi. Voilà, je suis un bouton.
Puis tout d'un coup, on découvre que... Alors on va ôter les croyances limitantes, hein, t'es nul, t'y arriveras jamais, ça s'est jamais fait, pour qui tu te prends, t'as tort, t'as jamais rien su faire de bien, t'es gourde, t'arriveras à rien dans la vie. Ça, et peu à peu, la cloche, déjà, elle prend de l'expansion. Alors il y a plus d'air. Donc le petit bouton, là, il commence à prendre un petit peu plus, hein, voilà. Et grâce au fait qu'il prend un petit peu plus aussi, mais il est un peu plus fort aussi pour pousser les parois de ce verre de l'imitation. Et après, on ne peut plus l'arrêter. On ne peut plus arrêter une fleur de croître. De toute façon, on ne peut pas. Vous allez dehors dans le jardin, vous dites à Cécile, non, t'arrêtes toi maintenant, t'es trop... Bon, voilà. On ne peut pas. Et de toute façon, la nature, elle est vraiment le reflet de ce que nous avons à être. La nature, elle est. Elle est, en plus, elle n'a pas de jugement. Et pourquoi on va se promener dans la nature, souvent, et qu'on se sent bien? Mais il n'y a pas de jugement. Parce qu'on est capable de capter les jugements des gens, même s'ils ne les disent pas. Vous savez bien ça. Hein? On va se promener, puis on sent, on regarde, tout ça. Puis on ne sait pas pourquoi on est lourd tout d'un coup. Hein? Mais parce qu'en fait, on a pris, à notre insu, des points de vue, des jugements qui ne nous regardent pas, finalement, qui regardent la personne. Hein? Et si on pouvait faire comme ça? Retour à la moyenne, non, ça ne m'appartient pas. Non, je ne prends pas ça. Non, ça, je ne l'achète pas, celui-là. Non. Parce qu'on n'est pas obligé, et ça aussi, pour moi, ça a été une grande nouveauté, on n'est pas obligé d'acheter ce que les autres disent, et on n'est même pas obligé d'acheter ce qu'ils ne disent pas et qu'ils ont dans leur... vibratoirement et qu'on capte. Parce qu'en fait, on n'est vraiment que des êtres de vibration. Et il y a des gens, ils captent encore beaucoup plus que d'autres. Et je suis sûre qu'ici, vous captez beaucoup de choses, parce que c'est vraiment... Les gens qui viennent faire des choses comme ça, c'est des télépathes. Gary Douglas dit les Bob l'éponge télépathes de l'univers. Allez, voilà, hein, voilà. Et en fait, eh bien, ça, c'est d'avoir la conscience qu'en fait, qu'il y a parfois des chagrins et des tristesses qui ne nous appartiennent pas, ça peut vraiment aider beaucoup à se désidentifier. Parce qu'en fait, la vraie problématique, c'est l'identification. Quand, par exemple, vous dites « Oh là là, mais qu'est-ce que je suis triste !» Ce ne serait pas la même chose que « Il y a une pensée de tristesse qui me traverse. » Mais je ne vais pas m'y accrocher, hein, un peu comme les nuages. Je vais lui dire « Bonjour, tristesse !» Et puis on va pleurer peut-être 2 minutes, hein, parce qu'on peut aussi. On n'est pas non plus, on n'est pas là pour se blinder. Et puis c'est bien de pleurer un peu. Moi, je trouve que quand on pleure un bon coup, on est détendu, après on est bien. Ça nous ramène à notre, je sais pas, à notre humanité. Donc j'aime bien le dessin animé, comment il s'appelle? Vice versa. Voilà, vice versa. Où tu as toutes les petites émotions qui se baladent. Et en fait, c'est ça, on a plein de petits personnages finalement à l'intérieur de nous, mais on n'est pas obligé de les prendre par la main et de dire « Ok, je viens avec toi, ça marche ». Et la différence donc de recevoir, de vivre quelque chose dans l'instant et de le laisser partir après, c'est un changement radical de vie. Parce que par exemple dans les groupes que j'animais à un moment donné, j'étais gestalt thérapeute, donc c'était beaucoup de l'émotionnel, enfin des mises en situation, du transpersonnel, mais mises en situation. Et puis les gens, ben voilà, tout d'un coup, ils pleuraient, ils libéraient. Alors ils étaient bien sur le moment, voilà. Sauf que ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que si on ne libère pas la racine mémoire, c'est-à-dire non pas les événements qui découlent de la racine mémoire, mais la racine... Parce que des événements difficiles, on peut en sortir toute sa vie, on peut faire de la thérapie pendant 30 ans. Il y aura toujours un événement qui a été difficile, douloureux, etc. Mais donc, c'est sûr que quand on commence à sortir les émotions, etc., on se sent mieux après. Parce qu'il y a un surplus qui s'est transformé. Sauf que s'il y a de nouveau derrière la source de ça, ben ça revient. Et c'est pour ça que quand les gens revenaient, il y avait de nouveau encore plein de choses. Alors, je me dis, mais attends, ça va s'arrêter quand? Et oui, ça va s'arrêter quand? Et c'est à ce moment-là, donc il y a une vingtaine d'années, que je me suis intéressée au quantique, enfin, à tout ce qui est phénomène vibratoire. Hein. Je ne connais pas grand-chose dans les détails scientifiques. Ce que je sais juste, que j'ai retenu qui me suffit, c'est qu'on est des antennes vibratoires, qu'on est une vibration. Et dans mon cheminement, ça a été très intéressant parce qu'au début, je m'en foutais complètement de tout ça. Hein. Quand vous perdez tout le monde, vous dites juste comment je vais tenir, quoi. C'est jour après jour, heure après heure même, voilà. Mais les fameuses synchronicités, c'est que souvent on me dit « mais comment tu as fait tout ?» Mais j'ai rien fait. C'est venu à moi.
Tout. Les rencontres, les propositions, les choses passionnantes sont venues à moi. Celles que j'ai faites dans ma tête, j'aurais pu les éviter. C'était une distraction, on va dire. Mais les choses vraiment importantes, je peux dire qu'elles sont arrivées pile poil sur mon chemin. Après, mon choix, c'était de dire oui ou non. Et oui, vous avez une proposition, vous pouvez dire oui ou non. Et j'ai toujours dit oui, même les choses les plus incroyables et tout, parce que c'est dans l'inconnu, et je le savais profondément à l'intérieur de moi, c'est à travers des choses que je ne connaissais pas que je pouvais appréhender et transformer quelque chose que je ne connaissais pas, justement. Et cette addiction à vouloir toujours tout contrôler, c'est vraiment ça qui nous perd. On avait une discussion hier qui était intéressante par rapport au connu, à l'inconnu, etc. Et le fameux livre de Krishnamurti, Sortir du connu, et ben, c'est ce que font les enfants. Un enfant qui connaît marcher, ben, il va dans l'inconnu pour apprendre à marcher. Et pourquoi il le fait ? Parce qu'il y a une force de vie tellement puissante à l'intérieur de lui qui le pousse à le faire. Et c'est parce que c'est le flux naturel de la vie, en fait. Et en fait, si on suit le flux naturel de la vie, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. Parce que la conscience ne nous laisse pas sur le côté. La conscience, elle nous envoie toutes les informations pour aller encore plus loin, pour être de plus en plus libre. Parce que pour moi, être conscient, c'est être libre. Et la véritable liberté, c'est d'être libre, de ne plus être dans la réaction. On souffre toujours quand on est en réaction. Quand on est une réaction, c'est jamais l'autre qui est en cause. C'est nous qui créons la réaction à l'intérieur de nous, en fait. Et le summum, c'est le jour où on n'est plus en réaction avec rien et qu'on peut accueillir ce qui est. À partir du moment où tu n'es plus en réaction, tu peux vraiment observer, tu peux demander qu'est-ce que je fais là maintenant dans cette situation. Moi, je donne la main. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois intervenir dans cette situation ? Mais des fois, on n'a pas à intervenir. Parfois, ce qui se passe, c'est exactement ce qui doit se dérouler pour amener plus de conscience sur cette terre ou sur les personnes. Alors, il fait à un moment donné, je fais de la politique. Dans un mouvement écologique, où je me suis présentée à la députation, j'ai fait des tas de choses, j'étais présidente du mouvement, parce que le projet était géant, pour moi, à l'époque. Et c'était super, c'était l'école alternative, on s'occupait des personnes âgées, on s'occupait des enfants, la planète et tout. J'ai dit, waouh, attends, mais il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Et donc, je me suis allée à fond, parce que quand je vais dans quelque chose, souvent, je vais à fond. Et j'étais contente, enthousiaste, j'ai parlé devant des tas de gens, etc. Puis, peu à peu, j'ai commencé à voir que ce n'était pas aligné totalement avec les personnes qui étaient là. D'ailleurs que j'entendais encore, oui, les Verts, ils ont fait ci, oui, machin, ils ont fait ça, alors qu'on était là, il y avait marqué non-jugement. Bon. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas de la mauvaise volonté, ils étaient super, ces gens-là. Mais c'est que quand on est encore pris par nos trucs inconscients, c'est même pas nous qui jugeons, j'ai l'impression que c'est le jugement qui prend le dessus. C'est comme s'il y avait un sac à dos derrière nous, invisible, qu'on porte. Alors l'histoire de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, les choses pas réglées non plus d'un inconscient collectif qu'on ne connaît pas forcément. On peut porter des mémoires de famine, on peut porter des mémoires de toutes sortes de choses. Et qu'en fait, tant qu'on est porteur de ça, au moment où on veut être le plus sympa et le mieux, et tout d'un coup ça sort, vous avez remarqué ça ? Le truc, vous allez voir la belle-mère, vous êtes content, vous êtes très gentil avec elle aujourd'hui et tout va bien, belle-mère, bien. Et tout d'un coup, au moment où vous n'attendez pas, un manque de vigilance, tout ça, le truc qu'il ne fallait surtout pas dire, et que vous saviez qu'il ne fallait pas dire. Et vous allez dire, mais pourquoi j'ai dit ça ? Mais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, ce flux-là, c'est de l'énergie, en fait. C'est de l'énergie. Et donc, en fait, tant qu'on a ces trucs-là, moi, je me souviens, j'ai fait une classe avec des enfants, je travaille avec les enfants autistes. Et on va au bord de la mer, c'était l'institutrice qui les emmenait, moi, j'étais l'infirmière qui était à côté, mais je pensais que j'allais être intégrée. Elle me dit, non, toi, tu es là au cas où. Bon, d'accord. Bon, je l'ai pris pas très bien, mais j'ai fait comme si je le prenais bien, j'ai un peu refoulé mes trucs, tout ça. Puis je me suis fait bronzer, enfin voilà, j'ai essayé de faire quand même quelque chose d'agréable, mais quand même. Mais je croyais que ça allait. Et grande réunion avec le patron de l'hôpital et tout le monde. Alors, comment ça s'est passé, Mina, feedback et tout. Alors moi, avec un grand sourire, c'était vraiment bien, les enfants étaient super. Non, cette classe de merde était... Une classe de merde.
Ça m'a complètement échappé. Et évidemment, tout le monde a rigolé. Et ils ont dit, on a compris, merci. Et c'est terrible, ces lapsus révélateurs, ces choses, ces actes manqués, etc. Hein, qui sont les révélateurs en fait de tout ce qu'on veut contrôler. Hein. Et en fait, ce que je me rends compte aussi, et vous avez dû vous rendre compte, c'est que les moments où on est, ce contrôle-là, les contrôleurs, hein, voilà, contrôler la situation, on est toujours là un peu, et même si on se dit, mais non, mais je me détends, je suis bien, et on contrôle à gauche, à droite et tout. Ça, c'est aussi des mémoires. Parce que sans doute que cette espèce de vigilance-là, elle a été nécessaire depuis le début de l'humanité. Je ne sais pas, les hommes préhistoriques, les bêtes qui viennent, tout ça, bon voilà. Mais on n'en a pas... Enfin, il n'y a qu'une sécurité. C'est donner la main à la conscience. Pourquoi? Parce que si on donne la main à la conscience, vous, à un moment donné, vous sortez, vous devez aller à gauche. Vous entendez quelque chose, c'est comme une intuition, va à droite. Ça n'est jamais arrivé, ça? Vous ne comprenez pas, vous avez envie d'aller à droite. Alors que c'est beaucoup plus long à droite. Il y a deux solutions, soit vous écoutez pas. Maintenant, j'ai compris qu'il fallait que j'écoute, sans comprendre. Et vous allez à droite, puis vous apprenez qu'il y a eu un carambolage, qu'il y a eu plein de voitures qui se sont rentrées, je ne sais pas, des choses comme ça. C'est comme si la conscience, c'est le GPS. Nouveau GPS de la vie, voilà, c'est la GPS de la conscience. Conscience, je pars à quelle heure, je vais où, à gauche, à droite, oui, ça je le prends. Même vous faites vos courses. Corps, parce que le corps aussi, c'est une expression de la conscience à sa façon. C'est une conscience aussi. Corps, qu'est-ce que tu as envie de manger aujourd'hui? Puis d'un coup, vous allez dans un rayon, vous prenez un truc, mais j'ai jamais mangé ça. Ce n'est pas du tout ce que vous aviez pensé, prévu de faire. Puis vous le faites, puis vous découvrez quelque chose. Donc en fait, dans cet état de vulnérabilité, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi, hein, les informations, toutes les choses qui ont changé votre vie, les synchronicités, en général, elles arrivent quand on est vraiment dans un état de les recevoir et de les reconnaître surtout. Parce que des synchronicités, des infos, il y en a tout le temps. Mais encore une fois, si la porte elle est fermée, ben, ça tombe devant la porte et vous dites vraiment non, mais je prie tous les jours et ça ne marche pas. Oui, mais parce que si on prie avec une idée déjà définie de ce qu'on veut, c'est peut-être pas ça que la conscience nous envoie aussi. C'est peut-être autre chose qui a une autre forme, mais comme on est fixé sur quelque chose qui appartient à qui? Au mental, ben on va pas le voir. On va pas le prendre, on va pas saisir cette opportunité. Alors c'est quoi la vulnérabilité? Souvent les gens, ah non mais si je suis vulnérable, je vais être fragile et tout, mais regardez, quand on fait les cercles de pardon, c'est quoi? On est vulnérable. Si je me mets devant toi et que je te regarde dans les yeux et que tu me regardes dans les yeux, c'est comme si j'étais toute nue. C'est quelque part, il y a quelque chose qui coule, qui s'effondre. Il y a une espèce de douceur aussi qui nous envahit. Peut-être il y a un peu de peur au début, justement. Parce que cette peur d'être dévoilée, on a tellement de jugements qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas bon, qu'on est nul, que si l'autre il le voit, oh là là, mon Dieu, c'est terrible, qu'est-ce qui va arriver? Que sans même s'en rendre compte, on met des barrières. Il y a des barrières invisibles devant nous, en fait. On les voit, on ne sait pas, même nous, on ne sait même pas qu'on les a mis. Mais c'est une protection instinctive, viscérale. C'est exactement comme la même chose que quand vous avez peur, vous arrêtez la respiration. Et puis pour ne pas avoir mal. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous ne respirez plus? Tout cet espace-là, il est réduit, il est atrophié. Et c'est quoi cet espace-là? C'est l'espace du cœur. C'est l'espace du recevoir. Vous savez qu'on dit toujours qu'il n'y a que deux énergies, hein, la peur et l'amour. Et vous voyez, rien que dans le disant, je n'ai pas fait exprès, mais quand je pense à la peur, je suis comme ça. Tout est contracté, mon dos me fait mal, ici c'est fermé, je me rapétisse, etc. Et dans l'autre énergie, c'est la vulnérabilité. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a peur de cette vulnérabilité alors que c'est notre véritable puissance. Parce que la vulnérabilité, nous connectant à la conscience nous inspire et en fait, on est connecté à notre véritable puissance qui est quelque chose qui est intangible, qui est au-delà de, je dirais, de l'ordinateur de notre mental. Parce que le mental, finalement, l'intellect, il est très précieux. Moi, je ne jette rien. C'est très bien. Ça nous permet de faire des choses belles, d'écrire. Enfin bon. Mais ça ne doit pas être notre directeur de vie. Voilà.
parce qu'il appartient déjà au passé. Toutes les choses qu'on sait, elles appartiennent au passé. Alors qu'en fait, quand on est dans cette vulnérabilité d'accueillir toutes les possibilités, donc ce n'est pas très confortable parce qu'on aime bien ce qu'on connaît et on aime ce qui est confortable en général. Hein. Donc si vous êtes dans l'inconfort, super. Aimez l'inconfort parce que c'est toujours l'inconfort qui va vous amener à avoir envie de faire de nouveaux choix et d'oser faire des choses que vous n'avez jamais fait. Le confort, quand on vivote tout ça, ben on vivote. C'est pas assez puissant à la limite pour sortir de sa zone de connu. Voilà. Et c'est pour cette raison que je disais que les gens qui m'ont pas aidé m'ont aidé. Parce que mon inconfort est devenu de plus en plus énorme, de plus en plus voilà, dramatique. Et dans cette zone-là, comme on dit, soit la personne elle tombe au fond, elle donne un coup de pied et elle remonte. Hein. Et ça, c'est la véritable vie, parce que le reste, c'est de la survivance. Donc en fait, cette vulnérabilité dont on a tant peur, hein, les gens se disent oui, mais si je m'ouvre, je vais avoir un couteau dans le cœur. Ben, je dis, vous savez, hein, vous en aurez dans le dos, hein, si voilà. Bon, mais voilà. Et quand tu es comme ça, au contraire, même ça peut même faire fondre les barrières des autres personnes qui sont en face de nous. Il y a quelque chose quand vous êtes vraiment, vous savez, quelqu'un qui veut attaquer, on attaque surtout les châteaux forts. Hein. Et quelqu'un qui veut attaquer, mais que on passe à travers, ben, ça peut complètement le désarmer aussi. Hein. Voilà. Mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est cette vulnérabilité-là qui est notre véritable force, notre véritable puissance. Hein. Paradoxalement à ce que les gens peuvent penser et dire. En lâchant l'idée de comment on doit faire, on se permet d'être. Et quand on est, on vit dans l'inspiration. Ça vous parle, ça? Ouais. Et c'est pour ça que je ne prends pas de papier et tout quand je fais un partage, une conférence. Mais parce que ce que je vais écrire, c'est déjà de l'ordre du passé. Je ne suis plus. Et puis tout d'un coup, j'arrive, puis c'est même plus tout ça que j'ai envie de partager. Parce que quelque part, aussi, nos énergies, elles sont en résonance. Et que c'est suivre le flux de la vie. Quand j'anime des stages, je ne fais pas jour 1, je fais ça, jour 2, je fais ça. Je vais avec ma boîte à outils de mon expérience, mais à chaque instant, je pose la question, bon, maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Et tout d'un coup, je vais dire quelque chose et que je ne sais même pas que j'avais prévu de faire ça. Et au début, c'est un peu flippant. Parce que, voilà, il dit, mais attends, là, il y a 6 jours qui m'attendent, je vais faire quoi? Et là, je sors d'un stage comme ça, de 7 jours, et c'est juste magnifique. Hein, parce que je reçois autant que les participants. Et quand vous êtes avec, je ne sais pas si vous êtes certains des soignants ou autres, moi, je demande toujours quelle contribution puis-je être et recevoir aujourd'hui, pour moi, parce que c'est quand même important aussi que nous, on soit bien, parce que si on n'est pas bien... je ne sais pas trop ce qu'on va donner, mais aussi pour les autres, pour ma vie, pour le monde. Et là encore, c'est démarrer. C'est un peu comme les gens quand ils faisaient leur prière avant de se lever. Hein. Mon Dieu, voilà. Bon. Sauf que je l'ai fait d'une façon personnelle, on va dire, avec les mots qu'on a envie de dire aussi. Mais la prière, c'est bien aussi. Hein. La prière, c'est bien aussi. Ce qui compte, c'est d'être dans le recevoir d'une réponse éventuelle. Parce que si c'est dit d'une façon mécanique aussi, pour se donner bonne conscience, on n'est pas dans l'ouverture, on n'est pas dans le recevoir. Le recevoir, c'est vraiment cette façon de recevoir les choses, les êtres, les gens que vous rencontrez. D'ailleurs, vous le savez vous-même, si vous êtes reçu dans ce que vous êtes par les autres, il y a un sentiment de bien-être qui vous envahit. Et qu'est-ce que ça veut dire être reçu? Encore une fois, c'est ne pas être jugé. Le jugement, les auto-jugements, les contre-jugements, tout ce que vous voulez, c'est vraiment le carcan du monde et qui empêche d'aller au-delà. Hein. Vous savez, cette phrase que j'adore, il ne savait pas que c'était possible, et que c'était impossible, alors il l'a fait. Hein. L'histoire de la grenouille, on la connaissait. Il y en a qui ne la connaissent pas? J'aime bien raconter l'histoire de la grenouille. Il y a des grenouilles qui tombent au fond d'un trou. Et puis elle commence à sauter pour sortir.
Et puis, toutes les autres, elles arrivent, elles leur crient « Mais non, faites pas ça, vous n'y arriverez jamais, de toute façon, il vaut mieux mourir en paix et tout. » Et voilà. Alors, il y en a une qui arrête, puis l'autre, elle continue. Puis, alors, la grenouille continue de dire « Mais arrête, 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 enfin, te regarde, tu t'épuises pour rien. » Alors, elle continue encore plus, puis hop, elle saute. Alors là, la grenouille, elle regarde, mais en fait, elle était sourde. Et pour elle, c'était des encouragements. Il n'y a rien, et ça je peux en témoigner vraiment, il n'y a rien qui ne vous enthousiasme que vous ne puissiez réaliser. Parfois, on demande, oui, mais je ne sais pas quoi faire dans ma vie, je ne sais pas choisir. Voilà, quand je dis, choisis. Oui, mais je ne sais pas quoi choisir. Choisis quelque chose qui te donne de la joie. Alors déjà, tu vois qu'il n'y a pas tant de gens qui ont des trucs qui leur donnent de la joie. Je dis, alors est-ce qu'il y a quelque chose voilà, que tu fais Ah oui, ça. Ah oui, ça. Puis tu vois les yeux qui s'éclairent. Tu vois les yeux qui brillent. Je dis, alors c'est ça. Parce que la réponse, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, vous savez, la racine, c'est le divin. Donc c'est le divin qui s'anime en nous. Donc quand on est enthousiaste, on n'est pas des allumés, je ne sais pas quoi, comme il peut vous dire. Hein. Quand vous êtes enthousiaste, vous êtes exactement dans cette âme qui s'agite en vous et qui vous dit oui, c'est ça, ça tu sais le faire, ça tu vas le faire. Combien de fois dans votre vie vous avez coupé vos enthousiasmes parce qu'on vous a dit non mais ça va pas. Franchement, pour qui tu te prends? Mais tu vas pas y arriver. Tu es trop vieux, tu es trop jeune, tu es trop vieille. C'est juste pour les garçons, c'est juste pour les filles, etc. C'est incroyable. Mais on est percuté sans cesse par des opinions. Des opinions qui ne nous regardent pas, évidemment, qui ont un rapport avec la limitation des gens qui sont en face de vous. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on est si bien si on va dans le désert, si on va dans une église, si on va marcher loin dans la nature. Encore une fois, je disais, il n'y a plus de jugement. Et quand il n'y a plus de jugement, vous pouvez vous retrouver, vous, dans votre être. Et c'est pour ça qu'on en a besoin d'une façon viscérale. Faire des retraites, partir, se mettre en silence, etc. C'est un besoin viscéral. Et j'ai vécu cette expérience-là dans le groupe de femmes il y a 2-3 jours. En fait, à table, ça rigolait. C'était super, hein, il y avait une superbe ambiance. Et bon. Mais à un moment donné, je leur ai dit, aujourd'hui, si vous êtes OK, on ne va pas parler du tout. C'est-à-dire, et j'ai vu les têtes. Mais du tout, voilà. Et en fait, je sentais qu'il y avait un peu des résistances. Parfois, à un moment donné, on les a entendues plus ou moins, certaines chuchoter un peu. Mais non, voilà, OK, ils ont fait. Et quand le moment du feedback est arrivé, c'était incroyable, ça a duré qu'une journée, ça. Mais c'est fabuleux, j'ai pu me retrouver avec moi. Je me rends compte que je suis toujours dans l'expression mais extérieure, que j'écoute les choses. Et là, il y en a une qui a dit, j'ai découvert la nature. Parce qu'elle était partie dans la nature. Alors, elle allait des fois se promener avec les autres, mais elle papotait, racontait, vous voyez. Et en fait, elle nous racontait toutes les choses qu'elle a vues, qu'elle n'avait jamais vues avant. Les fourmis, les insectes, les oiseaux, etc. Et ça, c'est l'émerveillement, c'est s'émerveiller face au monde. Parce que l'émerveillement, c'est ça, en fait, qui nous rend vivants, joyeux et qui permet de révéler, en fait, cette présence infinie qui est en nous. Si on se réveille le matin, par exemple, vous êtes avec quelqu'un, vous ne vous émerveillez pas de le voir avec vous, de la voir avec vous et vice-versa. Bon, je crois qu'il vaut mieux faire la valise, non? Non, je ne veux pas faire de divorce. mais regardez quand même. On s'habitue à des choses comme ça. On s'habitue à ne plus être la merveille que nous sommes et que les autres ne voient pas la merveille que nous sommes. La merveille que nous sommes, pas dans notre ego, machin, de la merveille juste dans la présence que nous sommes. Alors la première chose à faire pour que les autres le fassent, si on a envie, c'est de le faire pour nous. Alors est-ce que le matin, quand vous vous levez, vous vous regardez dans la glace et vous dites « je t'aime ». Oh, je te vois. Je t'aime. Non, mais c'est ça, mais vraiment. De le faire, mais en le faisant vraiment. Je m'aime tellement. Merci mon corps. Et parce qu'en fait, on attend que les autres nous réhabilitent. On attend que les autres nous aiment. Mais les autres, ils nous font ce qu'on se fait à nous. Parce qu'en fait, tous les jugements qu'on a sur nous, en fait, je vous dis, c'est comme si vous aviez un truc en Pepsi-Glace devant. C'est tous les trucs que vous ne voulez pas qu'on voit. Et vous ne voulez pas qu'on les voit, mais du coup, ils s'écrivent là. Encre invisible. Encre invisible. Vous ne les voyez pas. Même les gens, ils ne les voient pas, comme ils diraient.
mais tout d'un coup, c'est ça qui capte. Alors vous avez un gros bouton là, et vous ne voulez pas qu'on le voit, puis la première personne, oh dis donc, t'as un sacré bouton là. Voilà. Mais parce que toute ton attention est là, toute ton attention est là. Et je voudrais même dire autre chose. Vous avez un gros magot dans le sac. Vous ne l'avez jamais eu, mais bon, c'est un héritage de la grand-mère caché, voilà. Bon, voilà, vous avez 10 000 € dans votre sac. Bon, prenez votre sac. 2 heures après, il est volé. Combien de fois c'est arrivé? J'ai des histoires comme ça à non plus finir. Jamais de vol, et ce jour-là, un vol. Pourquoi? Parce que c'est écrit en gros. Il y a de l'argent ici. Parce que tout ce que vous avez peur, mais se manifeste, vous comprenez, on est dans le vibratoire. Et on sait lire on sait lire une écriture qui n'est pas celle qu'on a appris à l'école. On sait lire exactement ce qui se passe dans les gens. On sait bien quand quelqu'un nous ment. Vous ne savez pas quand quelqu'un vous ment? Vous êtes là, la personne, elle vous fait des sourires, elle vous dit des choses magnifiques et tout et tout. Puis il y a un truc là. Et vous ne pouvez pas comprendre. D'ailleurs, vous vous jugez. Hein? Mais quand même, elle est tellement gentille. Mais comment je peux imaginer des choses pareilles quand même? Mais je suis en train de la juger, tout ça. Mais vous ne la jugez pas, vous avez perçu. C'est pas la même chose. Hein? Et combien de fois on écoute? Ben non. On se dit non, c'est pas possible, c'est pas normal. En fait, on sait toujours tout. On sait tout des gens qui sont en face de nous. On sait quand ils racontent des histoires, on sait quand c'est pas vrai, on sait quand ils nous mentent, on sait quand ils vont nous faire des trucs de travers. Combien de fois dans les relations, il y a la séparation et la personne dit mais je le savais pourtant. Le premier jour, je le savais. Mais je n'ai pas voulu écouter ça parce que j'ai voulu m'endormir avec les violons, tout ça, pour vivre l'histoire que je m'imaginais dans ma tête. Hein. Mais du coup, on ne va pas se plaindre quand même. Parce que c'est ça en fait aussi. C'est que la plupart du temps, il y a eu des situations qu'on a vécues, difficiles, au fond, on le savait. Moi, je savais l'histoire de ce producteur-là, comment il s'appelle? Ça finit par Haïm, là, non? Oui, enfin celui, ça a fait ce grand scandale qu'il a abusé de jeunes actrices, etc. Bon, j'ai écouté Juliette Binoche, que j'adore, hein, et qui dit, parce qu'elle le connaissait très bien, et elle dit, attendez, mais moi je ne serais jamais montée dans sa chambre. Hein. Attendez, je savais ce qui m'arriverait. Elle ne l'a pas jugé de ça. On n'est pas obligé de juger les gens pour ce qu'ils font. Mais on se dit, attends, là je sens un truc, moi ça ne me va pas. Elle n'y est pas allée. Alors elle n'a pas accusé les autres jeunes actrices, hein, mais la plupart, au fond d'elles, elles l'ont plus ou moins dit qu'elles savaient de ce qu'il était capable de faire. Mais derrière, il y avait des contrats à l'appui. Il y a toujours un bénéfice d'être amnésique ou de ne pas voir. Dans l'instant. Parce que dans le plus tard, ça nous retombe dessus. Ça, c'est pour ça qu'être conscient et faire confiance à ce qu'on perçoit, ça va nous permettre de faire des choix qui sont bons pour nous, qui sont légers pour nous. Maintenant, en même temps, moi, je vais vous parler de ce que j'ai vécu. J'ai vécu un drame, d'accord? Et en même temps, c'est vrai que normalement, l'étiquette, c'est horrible, inadmissible, etc. Et c'est vrai au niveau de l'humain, de ce qu'il pense qu'il doit vivre sur Terre, c'est vrai. Et comme plein d'autres choses horribles qu'on voit d'ailleurs. Hein, voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être touché par ça. Moi, je suis toujours touchée par les choses. Vraiment, je me dis, mais quand est-ce que ce monde... voilà. Et puis je me dis, oui, ok, c'est comme ça maintenant. Et puis on est quand même des centaines et des milliers à avoir envie de changer les choses. Et comment on change les choses? C'est d'abord à part soi, il n'y a rien à faire. Je ne crois plus dans la politique comme je faisais, j'y crois plus. Je ne crois plus au militantisme, je suis désolée, mais c'est vrai, je ne crois plus à toutes ces choses-là. Je ne crois même plus aux lois et tout, parce qu'un jour, il suffit que quelqu'un d'autre arrive au pouvoir et ça change. Il n'y a qu'une chose dont je suis sûre qui va changer quelque chose, c'est d'être de plus en plus conscient. D'être dans une conscience totale, de ne plus se laisser berner par le jeu du mental. Hein. C'est vraiment d'aller en fait vers ce que je ne comprenais rien du tout quand j'étais jeune. Quand j'entendais parler d'éveil ou de réalisation de soi, je pensais que c'était des êtres uniques sur Terre qui vivaient ça. Je disais waouh. Puis je me rends compte qu'on est tous ça potentiellement, qu'on est tous des éveillés. Hein. On est tous des éveillés, mais alors on s'est mis ce carcan de tous ces points de vue, ces jugements, ces histoires, les histoires, nos histoires. Hein. On les laisse là, oui, mais tu comprends ma grand-mère, oui, machin. On les laisse là, et qu'est-ce qu'elles font?
elles nous entourent et elles enserrent et elles cachent la libération de ce soleil intérieur. Le soleil, il est là, il est à l'intérieur de nous. Il est là et il a toujours été là et il sera toujours là. Et quand on commence à lâcher tous ces trucs, vous vous rendez compte, et vous le voyez, vous l'avez sûrement vécu, ne serait-ce qu'à travers les cercles et tout, que c'est comme si la joie revient. D'un coup, vous n'avez rien fait pour avoir la joie. Vous ne dites pas, je vais aller chercher de la joie, il y en a là-bas, je vais aller en acheter un petit peu. Non, vous allez acheter des biscuits de la joie, voilà, pour être joyeux. Non, vous n'avez rien à faire finalement pour être joyeux, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui va émerger. En fait, on a juste à faire le ménage. On a juste à nettoyer tous ces trucs auxquels on s'accroche. Parce que la problématique, pourquoi c'est là? Mais parce qu'on s'y accroche, il y a des attachements. L'attachement à l'histoire, l'attachement au scénario, l'attachement à la victime, tous les bénéfices secondaires qu'on a quand on est victime. Oh la pauvre, le pauvre, etc. Il y a énormément de bénéfices secondaires. Alors, ça peut être sympa, pourquoi pas? Bon, c'est sympa quand les gens s'intéressent à nous, etc. Mais à un moment donné, c'est limitant. À un moment donné, vous êtes enfermé dans ce scénario-là, dans cette étiquette, parce que le problème, c'est les étiquettes. Toutes ces étiquettes, gentils, méchants, victimes, courageux, c'est des étiquettes qu'il faut maintenant ôter, les unes après les autres, pour ne plus avoir d'étiquettes, pour être, et pourquoi pas, mettre des étiquettes, mais en sachant qu'on les ôte, c'est-à-dire s'amuser à jouer des rôles en toute conscience. Tiens, ben voilà, je vais mettre, ok, je vais voir ce que c'est que d'être, je sais pas moi, quoi, riche. Riche. Vous avez toujours été pauvre, d'une famille pauvre, et dans votre famille, on vous a dit, nous, au moins, on est honnête. Sous-entendu, bon, les riches ne le sont pas. Alors déjà, vous partez avec un sacré truc, parce que si vous avez besoin d'argent pour créer une entreprise, etc., parce que vous savez que ça c'est super, et puis ça vous excite, et puis vous êtes heureux et tout, vous avez le truc qui est là derrière, ouais, mais bon, c'est les pauvres qui sont honnêtes. Puis vous avez quand même envie. Eh bien ça, c'est des freins. Vous voyez, c'est chaque fois que... Pourquoi c'est embêtant d'avoir plein de sacs à dos de croyances limitantes? Ben, il y en a qui ne vont pas vous gêner, peut-être, mais il y en a qui vont vous gêner en fonction des choix de ce que vous voudriez vivre dans votre vie. Si vous voulez, je ne sais pas moi, voyager ou partir au bout du monde, parce que je ne sais pas, peu importe, si vous avez derrière, alors déjà, toutes les croyances écologistes que ce n'est pas écologique de prendre l'avion, pour commencer, hein, mais je suis d'accord, mais il faut créer des nouveaux avions. Vous voyez, c'est tout ce côté qui enferme et qui coupe, ça empêche de nouvelles créativités. Ok, les avions, ça pollue. Qu'est-ce qu'on peut créer? Qu'est-ce qui permettrait qu'on puisse créer et qu'on puisse utiliser d'autres ressources? Et on sait qu'elles existent, Tesla et compagnie. Hein. Qu'est-ce qui permettrait que ça puisse en fait arriver là maintenant et qu'on utilise ça? Parce qu'en fait, tout existe. Donc quand on cautionne les croyances limitantes en se réduisant soi-même de prendre l'avion par exemple, et c'est pas créer autre chose ça, voyez. Et du coup vous vous enfermez, vous empêchez de faire quelque chose que tellement vous auriez aimé. Et si vous avez tellement envie, c'est que c'est quelque part l'enthousiasme, l'âme qui s'anime. Et peut-être qu'au bout du monde, il y a quelque chose qui peut arriver et que c'était ça qui était pour vous en fait. Voilà. Les ressources, il y en a partout. C'est comme se lever pour aller militer. Bon, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte, c'est vrai que je suis toute fraîche de ce stage de femme, mais à un moment donné, ce qui est vraiment venu, voilà, on est de plus en plus à être dans une conscience plus aiguë. On n'est pas encore arrivé, mais comme je disais avant, on est des êtres éveillés sans le savoir, et on ne l'est pas encore, parce qu'on s'accroche en fait aux idées noires et réductrices du mental. Ça, c'est vraiment nous qui le faisons, en fait. Quand on commence, d'ailleurs, tous les grands maîtres spirituels, ou l'enseignement, c'est de se détacher, en fait, des pensées, de les laisser passer. Moi, au début, je me dis, mais comment on laisse passer une pensée? Pour moi, c'était intellectuel. Ce n'était pas concret. Et c'est important de le vivre pour que vraiment ça se manifeste. Et en fait, il y a eu des moments dans ma vie, des expériences, voilà, où tout d'un coup, je pouvais me désidentifier de la pensée et tout d'un coup me rendre compte que oui, c'était une pensée. Que oui, il s'est passé ça dans ma vie, mais
est-ce que je suis encore obligée de m'y accrocher? Et avec ce qui s'est passé là, qu'est-ce que je peux faire? On dit que le lotus, il fleurit dans la boue. Donc, qu'est-ce qu'on peut, dans toutes nos histoires de vie qu'on a vécues, comment est-ce qu'on peut rebondir dessus, en faire du ferment, ou tout ce que vous voulez, du terreau, pour créer quelque chose de nouveau? Mais encore une fois, pas tout seul. Kabir disait, l'échec est égal à vous moins Dieu. Et oui, mais en fait, c'est ma différence maintenant d'avant qui m'arrive, tout ce qui m'arrive, c'est que comme je n'étais pas du tout connectée avec aucune religion, je n'étais pas du tout connectée avec rien en fait, et en fait, la vie m'a obligée. C'est pas qu'elle m'a obligée, elle m'a amenée à faire des expériences vraiment transcendantes, on va dire, hein, où tout d'un coup je me sens distante de mon corps, où tout d'un coup je sens que je ne suis pas mon corps, hein, et je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas tout ça. Et ça, c'est la première énorme prise de conscience. Et en fait, le moment où j'ai su, en fait, qu'il y avait quelque chose, que j'étais allée au-delà de quelque chose, au-delà de la souffrance, comment dire, par exemple, apprivoiser le pardon, le titre de mon livre, je n'ai jamais voulu pardonner, moi. Qu'est-ce que vous en foutez de pardonner quand vous êtes dans le désespoir le plus profond? Vous avez juste envie de survivre, de guérir un peu. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce cheminement, en fait, de guérison et de vouloir sortir du truc et de ne pas être dans j'ai la rancœur et c'est horrible ce qu'il a fait et tout, parce que c'est une énergie qui tu n'as plus d'énergie pour aller de l'avant, quoi. Tu passes ton temps à ça, c'est terrible. Et donc, en fait, c'est le moment où je me suis dit, il y a peut-être autre chose, ben j'ai fait chaque jour quelque chose, mais encore ce que je vous ai dit, c'est ce que la conscience m'amenait et qui paraissait débile pour certains. Il y a des gens qui ont jugé ce qui est dans mon livre. On dit, mais comment tu as pu faire tout ça? Enfin, je ne sais pas, je l'ai fait. Mais oui, comment c'est arrivé? Et puis j'ai dit, oui, je l'ai fait, j'ai sauté d'un avion, j'ai sauté à élastique, des trucs. Maintenant, je ne le ferai plus. Mais à ce moment-là, ça avait du sens que je ne sais même pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un bout. Et en faisant jour après jour, en disant oui, le grand oui. En fait, le grand oui va avec le grand non. Et oui, parce qu'il faut pouvoir dire non aux autres si c'est un oui pour vous. Le oui pour nous, il nous amène parfois à dire non. Souvent même, à dire non. Oui, mais pas un non agressif. Un non pour soi. Vous voyez, on n'en veut pas à l'autre qui nous demande quelque chose qu'on ne peut pas faire. On dit ah non, ça non, ça je ne le fais pas, ça je ne suis pas OK. Tranquille. Il a le droit de vous avoir demandé quelque chose. Donc ce oui pour soi, c'est vraiment se permettre de... La seule exigence, c'est de répondre, c'est d'être dans cette inspiration de la conscience. Moi, j'en vois pas d'autre. Hein. Tu sais, quand tu m'as demandé de venir, moi j'avais mon stage qui était prévu jusqu'à dimanche, jusqu'à aujourd'hui. C'était pas possible, quoi. Attends, un stage qui est prévu depuis je sais pas combien de temps, etc. Mais je pouvais pas dire non, j'avais tellement envie. Il y avait un... Je me dis, il faut que je trouve une solution. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui me permettrait d'aller à ce week-end? Et puis en fait, j'appelle le lieu et c'était un peu libre avant. Je me suis dit, je vais réduire un peu, je vais mettre avant, j'ai appelé les gens et tout s'est fait tellement facilement. Tout s'est fait tellement facilement. Quand c'est vraiment juste, quand c'est vraiment dans l'alignement. De toute façon, dès qu'il y a un enthousiasme, je vous ai dit, c'est la conscience qui nous parle. Et quand je suis comme ça, je ne peux pas dire non. On me dit d'aller à Tombouctou, si j'ai un enthousiasme, j'y vais. Même si j'ai plein de choses d'inscrites. Et ça ne nous trompe jamais. Ça ne nous trompe jamais. Rappelez-vous, l'échec est égal à vous, moins Dieu. Ça veut dire que quand on veut faire quelque chose ou quand on demande quelque chose, c'est toujours de demander. Moi, quand je dis demander, je fais ce geste, mais c'est vrai que je le fais en plus. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours besoin de concrétiser. Voilà, j'ai besoin de concrétiser en le faisant. Et j'ai vraiment l'impression que la conscience, elle m'accompagne. Et elle m'accompagne tout le temps, hein, même si je ne lui demande pas la main. Hein. Mais oui, heureusement, parce qu'il y a des fois, il m'en sera arrivé. Non, mais le nombre de fois où on évite des choses, ne croyez pas que vous êtes tout seul, vous avez toujours eu quelqu'un avec vous, il y a toujours des aides invisibles qui sont là. Parfois, on vous laisse un peu vous planter parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, puis que vous preniez un petit peu... Non, mais il y a des choses qu'on doit faire par nous-mêmes, mais que le nombre de fois où on est protégé, c'est inimaginable. Vous faites 10 tonneaux en voiture et puis vous sortez, vous n'avez rien, vous glissez sur une peau de banane, vous êtes mort. Mais c'était le moment.
C'était le moment. On est toujours en train de s'inquiéter de tout, de la mort, etc. Mais la mort d'abord, c'est juste le corps. Le corps, il va changer, il en a marre, il se pose, etc. Et puis aussi les gens qui meurent avant nous. Ils nous font toucher aussi à l'essentiel de la vie. Qu'est-ce que ça m'a fait, moi, quand j'ai vu toute ma famille disparaître et mes enfants? C'était pas possible, quoi. Dans mon cerveau, c'était pas imaginable. On a des idées toutes faites de comment on doit vivre. On doit vivre au moins jusqu'à 90 ans. On doit avoir un mari, une femme, 2 enfants, 2 maisons de campagne, une voiture, je ne sais pas quoi. On a des schémas, on a ce qu'on appelle des idéaux utopiques dans la tête. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça, la vie. Ça arrive, ça, des fois. Mais je sais ça depuis que je fais des conférences dans les associations des dos au deuil. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui perdaient des enfants. Et dans l'association, là, la dernière, avec ça, des mamans qui venaient et qui me disaient... oh là là, puis alors avec une lumière dans les yeux, parce qu'elle venait au moment où c'était déjà quand même un peu transformé, parce qu'évidemment, c'est pas tout de suite après qu'on est comme ça. Et elle me disait, j'ai changé tellement de choses dans ma vie maintenant, je connais le goût de la vie, le goût inestimable d'être en vie, d'être vivant, la préciosité de la vie. Elle me dit, je ne regarde plus les gens de la même manière, je ne leur dis plus au revoir de la même manière. C'est-à-dire, en fait, cette intensité de quelque chose qui peut s'arrêter. Et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter dans la forme que c'est. Et donc, en fait, finalement, les deuils les plus intenses, c'est aussi ceux qui nous ramènent à la vie, à la vraie vivance. Rappelez-vous, les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. Il y a quelque chose, et c'est vrai que ces gens-là souvent me disent mais ça on ne peut pas le partager avec des gens qui n'ont pas vécu ça parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est vrai que parfois il y a une espèce d'incompréhension parce que le mental il ne peut pas appréhender en fait une expérience qu'on n'a pas vécue. Et c'est normal parfois qu'il y ait des gens qui ne nous comprennent pas. Puis est-ce qu'ils ont besoin de nous comprendre ? Voilà, c'est vertueux qu'on veuille nous comprendre, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, là, on a une chance incroyable d'être vivant, d'être ensemble, d'ouvrir notre cœur, d'apprendre vraiment à arrêter toutes ces souffrances, parce que ce que je suis sûre, quand on est face à quelqu'un, il n'y a pas que nous, il y a vraiment tout. On porte en nous, on est des cellules du corps de l'humanité. Donc, toutes nos cellules portent les mémoires de tout ce qui s'est passé depuis la nuit des temps. Donc, quand je suis en face de quelqu'un et que je lui demande pardon, non seulement je demande pardon à ce qu'elle m'évoque, mais je demande pardon à toutes les mémoires qu'on ne connaît même pas, on n'a pas besoin de les connaître, qui sont inscrites à l'intérieur de nous. Et moi aussi, je parle depuis mes mémoires. C'est pour ça que c'est tellement précieux et tellement puissant. Parce que ça va au-delà que même juste un peu de transpersonnel de personne à personne. Ça va dans l'inconscient collectif, c'est dans le vibratoire, c'est fabuleux. Et c'est d'autant plus fabuleux qu'il n'y a pas besoin de dire du blabla. Il n'y a pas besoin d'abord dire à la personne, tu sais, j'ai beaucoup souffert, parce qu'il m'est arrivé ça. Puis je pense qu'il y a ma grand-mère derrière, il faudrait peut-être que... Voilà, tu sais, ce truc, on a besoin de donner des détails. Il n'y a rien besoin. Tu es devant quelqu'un, tu ne sais même pas, par exemple, hier, il y avait des personnes, de la coup, j'avais un truc qui montait, mais je n'ai même pas fait de lien avec qui que ce soit en réalité. Ça s'est fait, j'ai laissé aller, venir, la personne d'après, ah non, ça ne fait plus ça. Puis, parce que c'est tellement profondément dans l'inconscient, dans le vibratoire, ce qu'on fait que, waouh, on touche, le mental, il ne vient pas le récupérer. Voilà, ce n'est pas récupéré par le mental. C'est ça la puissance. Et qu'est-ce qui est plus beau que de vivre dans l'accueil, le cœur ouvert, en donnant la main à la conscience, en s'amusant de faire des choses nouvelles, en osant être, en osant briller. Il y aura des jugements, bien sûr qu'il y aura des jugements. Tous les gens qui n'osent pas le faire, ils vont dire non mais ok. Quand j'étais petite, on disait les chiens aboient, la caravane passe. Ou alors ça me passe sous les pieds sans me soulever. Le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe que je suis. Vous n'avez pas dit ça à l'école? Moi je disais ça à l'école. C'est ça. Et pour terminer, peut-être, je ne sais pas du tout l'heure qu'il est, peut-être déjà... Oui, en effet. Oh là ok, j'ai eu l'intuition quand même, j'ai senti là. Je voudrais juste vous donner 2 anecdotes que j'aime beaucoup par rapport au jugement, aux croyances, etc. Parce que c'est vraiment le seul frein qui nous empêche d'être dans la révélation de notre être. Eh bien, quand j'étais en pédopsie, on travaillait avec des petits, autistes, psychotiques, etc., un peu selon Françoise Dolto. Et on ne donnait pas de médicaments.
Et un jour, ils ont commencé à prendre des enfants un peu plus âgés. Et là, il y a un Jean-Luc qui arrive. J'oublierai jamais Jean-Luc, tout mignon. Un beau petit gars, blondinet, etc. Dès qu'il nous a vus, il a commencé à nous cracher dessus, à nous donner des coups de pied, à nous envoyer des chaises à la tête. Bon, comme on ne donne pas de médicaments, et juste on parle et tout, on essayait de transformer ça par ce qu'on était. Et moi, j'étais enceinte. Hein. Et en fait, tous les matins, je me levais en me disant « Waouh, qu'est-ce qui va encore nous arriver aujourd'hui ?» Et ça ne manquait pas. Et ça durait, on n'en pouvait plus, on en avait marre, on voulait qu'ils partent et tout. Puis un jour, on était en réunion, on fait la réunion qui dure, et tout d'un coup, à la fin de la réunion, on dit « Oh mon Dieu, on a oublié, il y a une stagiaire qui venait pour être avec nous, et on a obligé de l'accueillir, et l'hôpital, c'était un vrai labyrinthe. Hein. Et donc, pas de stagiaire. Bon, on sort, on la cherche, puis on la voit arriver, tranquille et tout. Puis on lui dit oh là là, excusez-nous. On lui dit oh mais c'est pas grave, j'étais à la machine à café, il y a un gamin qui m'a fait un café, tout ça c'était sympa, on a discuté. Oh c'est bien. Et on dit un gamin, mais quel gamin? On voyait pas quel gamin. Elle me dit je sais pas, il s'appelle Jean-Luc, je crois. Je lui dis attends, t'as passé 1 heure avec Jean-Luc à la machine à café et il t'a pas craché dessus? Elle me dit non. Il t'a pas donné de coup de pied? Ben non, mais il était adorable, on a vraiment. Et puis, elle a vu nos têtes. Et puis, elle était presque gênée, quoi, d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Puis, on a l'idée comme de dire, mais tu lui as demandé, enfin, tu lui as fait quelque chose de spécial. Voilà, non, mais... voilà. Et alors, elle cherchait, elle me dit, ben non, je suis arrivée, c'est tout. Et puis après, il y a juste une chose. C'est que quand je l'ai vu, il m'a fait penser à mon petit-neveu que j'adore. Et là, on a compris, quelque part. C'est que inconsciemment, parce que bien sûr, ça ne fait pas partie des choses conscientes, hein, mais elle a projeté quelque part qu'elle l'adore. Et le gamin, c'est ça qu'il a capté. Alors que nous, ce qu'il captait, c'est qu'est-ce qu'il va encore nous faire aujourd'hui? Il y en a marre, il faudrait qu'il s'en aille, etc. Vous savez, le truc, le Pepsi Glace, où tout est écrit et qu'on croit qu'on ne voit pas. Et ça a été pour moi une leçon incroyable. Une leçon incroyable. Et j'étais qu'au début, hein, parce que j'étais pas encore trop, on n'était pas dans toutes ces histoires de vibrations, etc. Et le deuxième, c'est un ami prof de maths qui nous raconte qu'il y a une maman qui vient à 4h30, enfin un peu tard, pour demander des infos sur sa fille Evelyne. Lui, il était un peu pressé, il a envie de rentrer, mais enfin bon, il dit, je ne peux pas l'envoyer promener. Evelyne, voyons. Ah oui. Oh, mais Evelyne, elle est intelligente, ça va. Elle me dit, attendez, elle est intelligente, mais bon, quand je vois ce qu'elle revient avec les notes et tout. Vous savez, madame, c'est la puberté. Donc, votre fille, la puberté, votre fille, elle regarde un peu les garçons. Et pendant ce temps, elle ne fait pas tout ce qu'elle a à faire. Mais ça va passer. Vous savez, si elle veut, elle va être... ça va être magnifique. La mère est super contente. Un peu ébahie, mais contente. Elle part, 2 minutes après, s'est trompée d'Evelyne. Il réalise. Mon Dieu, l'Evelyne en question, elle est nulle de chez nulle. Il réalise 5 minutes après qu'il s'est trompé d'Evelyne. Et que cette Evelyne-là, elle est nulle de chez nulle, qui n'a rien à en tirer. Mais il ne va pas courir après la mère pour lui dire non, non, bon, il l'a laissé. il a laissé. Et il a oublié. Et 1 mois plus tard, elle était devenue la meilleure de la classe. Alors ça, je vais vous dire, ça fait au moins 40 ans cette histoire, il n'a jamais oublié, parce que lui aussi, il a compris. C'est que les points de vue qu'on a sur les autres, même si on ne les dit pas, les amènent à adopter un comportement qui correspond au jugement qu'on a dessus. Changeons les jugements, les opinions sur chacun de toutes les personnes. C'est pour ça que souvent, dans mon travail, on a tendance à dire le soir, avant de vous endormir, détruisez l'idée de la relation que vous avez avec votre mari, vos enfants, etc. C'est-à-dire lâchez toutes les idées, lâchez tous les points de vue, et vous allez vous réveiller avec un étranger, une étrangère, et tout va être possible de nouveau. C'est ces enfermements dans une famille. Regardez, dans votre famille peut-être, je ne sais pas. Moi, il me voit toujours comme j'étais il y a 40 ans. Hein. Il me parle toujours avec les mêmes gna. Enfin, bon, et parce que... ben oui, mais parce qu'ils ont mis une étiquette un jour, et cette étiquette, si on l'ôte, ça va déstabiliser toute la famille. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la systémie familiale aussi. Quand il y en a un qui va mieux
dans un groupe. Bon. Et en fait, comme disait Jésus, nul n'est prophète dans son pays. Pourquoi? Parce que les gens ne vous voient pas comme quelqu'un ayant eu une transformation, parce qu'ils veulent continuer de voir à quoi ils sont habitués, même si ce qui est nouveau est mieux. Et c'est ça aussi qui crée des problèmes dans les relations, les amis qui s'éloignent parce que vous avancez avec... Vous ne voyez même pas que vous avancez parce que ça se fait tout seul. Vous poussez, vous êtes la fleur qui est en train de pousser, hein, et les autres, ils ne vous reconnaissent pas. Et donc, ils n'arrivent pas à suivre, et puis même, à un moment donné, il n'y a plus vraiment de discussion d'intérêt. C'est normal, ce n'est pas grave en soi. Hein. Et donc, je voudrais conclure en vous invitant à fleurir. À fleurir. Et si vous êtes une tulipe, ne voulez pas être une rose, s'il vous plaît, parce que vous êtes une tulipe. Donc soyez la plus belle tulipe qui peut être. Soyez le plus beau cactus qui soit, si c'est être un cactus, parce que la grande souffrance, c'est de vouloir être comme les autres, ce qui n'est pas possible. Hein, ce que nous sommes dans notre unicité, vraiment, c'est vraiment la beauté de cette multivariété, diversité qu'il peut y avoir sur la planète Terre. Donc c'est ça qui est beau. Donc soyons, respirons et soyons des inspirations pour le monde par notre joie et par l'égoïsme, je dirais au départ, de d'abord sentir et développer la joie en nous, et il n'y aura plus rien à faire. Elle va juste se déverser sur le monde. Et après, les gens, ils choisiront. Oui, ils choisiront pas. Merci. Ça fait drôle. Il y a quelques années, j'aurais été tellement gênée. Elle a dit, ah oui, ah c'est bon. Je vous adore. Et je voulais juste... Alors, je crois que je l'ai peut-être lu il y a 2 ans, mais tant pis, parce que je l'aime. C'est un poème que j'ai écrit sur l'âge d'or, parce que je suis tellement, comment dire, optimiste, malgré tout ce qu'on voit. Parce que je pense aussi que les choses terribles qu'on voit, elles sont là pour nous réveiller, parce qu'on est endormis. Et que peut-être, parfois, le monde, il a besoin de gros chocs pour se réveiller. Et peut-être que ceux qui font les chocs, c'est des êtres évolués. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qu'on peut savoir, voyez? Parce que j'ai vécu aussi cette prise de conscience avec l'histoire, avec ma première histoire, où tout d'un coup, j'ai eu cette espèce de connexion que déjà, je rejouais les scénarios de familiaux qui n'avaient jamais été évoqués. Donc, des fois, il faut une personne pour nettoyer tout. Hein. Mais ce n'est pas seulement comme s'il y avait eu une espèce d'accord au préalable. Et je sais que c'est difficile à accepter ça, mais il y a eu un truc en moi où il n'y avait plus rien, plus de... Enfin, il n'y avait déjà pas... il n'y a plus de haine, où je t'en veux, tu n'aurais pas dû faire ça, rien du tout. Comme une espèce d'accueil que, voilà, on passe à autre chose. Et puis, parce que je peux avoir que de la gratitude, parce que la personne que je suis aujourd'hui, elle a tellement rien à voir avec la personne d'il y a 40 ans, 30 ans. Donc, en fait, parfois, on est bousculé par la vie, et puis c'est parce qu'elle nous bouscule qu'elle nous donne envie de vivre encore plus intensément, et puis avec plus de conscience. Alors, je l'ai appelé l'âge d'or. Il est si simple d'ouvrir son cœur, quand s'en va le temps de nos peurs. En nettoyant peine et chagrin, on peut transformer son destin. La clé est ici maintenant. Gratitude à chaque instant. Ouverture à la conscience, célébration de la présence. Face aux épreuves, ouvrons les yeux. En évoquant le nom de Dieu, oh, pas celui qui condamne et blâme, mais celui qui élève notre âme. Nous sommes devenus ignorants à l'image de nos parents et de nos gouvernements. Tout doucement,
au fil des ans. Déconnectés de la lumière, nous avons créé notre enfer. Croyant à la séparation, nous semons la désolation. Réveillons-nous, enfants du monde. Éveillons-nous chaque seconde. Le temps est proche de l'âge d'or qui vibre au-delà de la mort. Intensément réjouissons-nous. Fièrement vivons debout. Ne désignons pas des coupables, ne cherchons plus des responsables pour les épreuves que nous créons par nos pensées et nos actions. Car nous sommes les acteurs du scénario de nos malheurs. Redevenons metteurs en scène, changeons le film, changeons le thème. Sortons de l'état de victime qui induit la notion de crime, ouvrant la voie à ces bourreaux attirés par tous les fardeaux et donnant naissance aux sauveurs, fascinés par toutes les douleurs. Victime, bourreau, bien sauveur sont les trois pièces du malheur, piège créé par l'humanité niant sa créativité. Le bonheur secret se pratique hors du triangle dramatique. Nourri de rire et de conscience, il n'est plus puissant que la science. Faisons des choix et accueillons d'autres possibles, d'autres actions. Car demander et recevoir, comme savoir-être et percevoir, peut faire de ce monde un royaume empli de respect, de haume. Faisons de la vie une danse, car la joie est notre essence. Agissons par inspiration et non plus par réaction, en créant un monde mûr pour les générations futures, en transformant l'amour humain en un nectar d'amour divin. Alors sortira le trésor, l'émergence de l'âge d'or. Voilà. Voilà. Merci infiniment. Voilà. Je peux rien rajouter d'autre. Okay. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Peut-être qu'il y a Des possibilité questions d'avoir un temps de questions, réponses, réactions. On a encore du temps devant nous. Donc, On a pas eu l'histoire du chameau. Oh oui, c'est vrai. Alors il y a un maître qui part dans le désert et il a un disciple, son boulot c'est de s'occuper du chameau. Et donc ils avancent et puis le maître est toujours en train de dire à son disciple « Fais confiance à Allah, fais confiance à Allah, fais confiance à Allah ». Et donc en fait ils arrivent dans un caravansérail et il est très tard, tout le monde est fatigué et le maître dit au disciple « Attache le chameau s'il te plaît ». Le disciple il dit « Ok ». Et puis le lendemain matin, on se réveille, pas de chameau, plus de chameau, plus rien. On ne sait pas s'il a été volé ou si, voilà, on ne sait pas. Donc le maître voit le disciple, il dit mais enfin comment c'est possible? Ah ben demande à Allah parce que moi j'ai demandé à Allah d'attacher le chameau. Hein. J'étais fatiguée et toi tu dis toujours fais confiance à Allah. Et le maître répond fais confiance à Allah, mais d'abord attache le chameau parce que Allah n'a que tes mains. Et en fait, la plupart du temps, c'est vrai, il y a des gens, des fois, qui attendent des espèces de manifestations incroyables, la lumière qui tombe, truc. Et puis parfois, ça passe par juste une simple personne qui vous parle et autres. Mais ça passe toujours par un intermédiaire matériel. La conscience, elle a besoin de nous pour se manifester sur Terre. Elle a besoin de notre corps, de notre aide. Donc, c'est un peu comme le dicton qui dit, comment c'est, agis non, avec Dieu, là. Et de toi, et le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'on nous demande déjà de mettre une action voilà, tangible. Ou l'histoire du gars avec l'eau qui monte. Vous savez ça hein, il va être noyé, il y a une barque qui arrive. Non, Dieu prend soin de moi. Bon, ok, l'eau monte encore, donc il grimpe. Et un paquebot qui arrive. Non, merci, Dieu prend soin de moi. Bon, il monte encore sur le toit. Il y a l'hélicoptère qui arrive. Non, Dieu prend soin de moi. Et il meurt noyé. Alors il arrive devant Dieu, il l'engueule, il dit « Attends Dieu, moi je suis ton plus fervent disciple, je prie tous les jours et tout, et tu m'as abandonné. » Il dit « Mais attends, je t'ai envoyé une barque, tu l'as pas pris, je t'ai envoyé un paquebot, tu l'as pas pris, je t'ai envoyé un hélicoptère, tu l'as pas pris, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ?» Voilà. Sinon, il y a des personnes qui m'avaient demandé des livres, j'en ai presque plus. Donc il y en a quelques-uns là. Bon, si voilà, vous me verrez Gaïa après, c'est la chef de ça. Voilà. Pour déplacer un petit peu tu nous as dit, pour le soutien de Roger McGovern, ensuite Oui. à son nouveau jugement là, qui devait transformer sa peine de mort en... Alors,
Et ben, ça a été transformé en prison à vie. Prison à vie, c'est ça. Voilà. Il appelle Chola. Mais il y a plein de choses qui se passent encore en ce moment, parce que dans sa prison nouvelle, moi j'y suis allée, c'est la première fois que ça me fait un état pareil, quand je suis partie de là pas bien, la fois où j'y suis allée, parce que je me dis quand même, ça fait tellement longtemps, et il n'avait pas le droit de se tenir debout, par exemple. Ils n'ont pas le droit de se tenir debout. Et donc, c'est vrai qu'il ne faut pas rentrer dans la réaction, quoi. Il ne faut pas rentrer dans l'émotionnel, parce que sinon, on ne peut plus aller dans ces endroits-là. Hein, voilà. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'il continue donc toujours son action pour les autres prisonniers. Maintenant, il a aidé incroyable, des prisonniers. Le comité de soutien, finalement, aide d'autres prisonniers sous les demandes de Roger. Et donc, on a trouvé des avocats, il y a des prisonniers qui ont pu retrouver des gens de leur famille, parce que les gens de la famille ne savent même pas qu'ils sont là. Enfin, c'est un truc, voilà. Mais ce qui est magnifique, c'est que là, on vient d'avoir des infos, et puis il y a un gars donc, qui est là-bas aux États-Unis, Ron, c'est lui vraiment qui est le plus proche. Eh bien, il nous a envoyé un message parce qu'il paraît qu'il y a un nouveau directeur miraculeux qui vient d'arriver. Et il est en train de tout changer. Il est en train d'interdire la maltraitance. Il est en train de... Et ça, c'est arrivé, voilà. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner sur le long terme, mais parce que maintenant, on a eu tellement d'histoires comme ça, et puis que ça s'est transformé, bon, on ne va pas non plus trop, voilà. Mais en même temps, on dit quand même merci, gratitude. Parce que quand même, je voulais dire que si on veut vraiment changer sa vie, il faut être dans la gratitude. Pourquoi? L'univers capte, cette personne, elle est contente, qu'est-ce que je fais pour lui donner? Pour qu'elle soit encore plus contente. La gratitude, c'est certainement... je dirais, le sentiment, l'émotion la plus magnifique à nourrir. Et au début, on peut partir d'un tout petit truc. Oh tiens, je suis en vie, gratitude. Et la vibration devient une vibration de gratitude. Et bien Roger, c'est ce qu'il fait. Alors, je ne dis pas que c'est magnifique, mais peut-être qu'il avait à vivre ça parce qu'il transforme les prisons. Il transforme les gens. Parce qu'il est. Parce que quelqu'un qui plonge dans son coin et qui lit le livre de Roger, après tu te dis, bon d'accord, je suis pas mal moi quand même. Hein. Non mais cette relativité, c'est un peu comme ce que tu disais hier, quand on est collé à son problème, on ne voit que le problème. Et quand tu montes au-dessus d'une montagne, puis que tu vois l'immensité du temps, d'ailleurs il y a un exercice que je peux vous indiquer, que je fais faire, que j'adore. Quand vous êtes dans un truc ou de la colère, ou bien vous n'êtes pas content, puis vous sentez que vous n'arrivez pas à en débarrasser, vous pouvez, alors si vous êtes dans la nature, c'est parfait, c'est encore mieux, mais c'est de marcher en montant, c'est préférable, si on peut, et de sortir tous les trucs. Et ouais, puis il m'a parlé comme ça, gna gna. C'est-à-dire, au lieu de les refouler, parce que c'est pas refouler, transformer. C'est important d'accueillir, même là j'ai un jugement, oh là là, ok, je l'accueille. Vous voyez, c'est pas la pensée positive, c'est pas non, c'est merveilleux, j'ai la jambe cassée, qu'est-ce que c'est bien, et tout. Voilà. D'abord, t'as mal, d'accord? T'as mal et tu râles au début, quoi. Puis après, tu dis bon, ok, comment je peux transformer ça? Qu'est-ce que je peux faire pendant tout ce temps immobilisé? Voilà, ça c'est la transformation. Hein, voilà. Mais sur le moment, c'est normal des fois même. Tu jures un coup, c'est la fois ça arrive. Hein. Et voilà, et pas se juger de ça et prendre les choses telles qu'elles arrivent sur le moment. Mais donc, quand ça vous arrive, il y a eu un trop-plein, vous, à chaque pas, oui, c'est pas possible, puis j'arrive jamais à rien, puis j'ai pas de chance, enfin bon, vous y allez, tout ce qui vient, 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 tout ce qui vient. Puis vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous arrivez en haut, ça diminue en fait, vous avez déjà tellement sorti de trucs. Hein. Et si c'est en hauteur, eh ben vous observez l'immensité du temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'être concentré comme ça sur votre petite personne, tout d'un coup, vous voyez, et c'est un peu comme dans la nuit où on voit les étoiles, puis qu'on se dit, mon Dieu, mais je suis juste une épingle, même pas, dans l'univers. Et quelque part, c'est comme si vous sortez de votre identification à tous vos trucs. Voilà. Et quand vous redescendez, là, vous envoyez des bénédictions. Oh, merci à ma mère, merci à la vie, machin. Et là, vous transformez l'énergie. Ça, il y a deux outils que j'utilise, que je fais utiliser, c'est celui-là, donc, et vous allez voir, après vous arrivez en bas, vous êtes bien. Il y a quelque chose qui s'est transformé, ça se transforme au niveau du cœur. Parce que la véritable transformation, elle se fait au niveau du cœur. Mais c'est important que le mental descende dans le cœur. Parce que si c'est juste de la mièvrerie et de faire comme si on aime, ça ne marche pas, tout ça. Hein. Il vaut mieux de dire, non là je ne te parle pas parce que j'ai un truc là, voilà. Plutôt que de faire semblant d'aimer quelqu'un quand vous êtes en train d'avoir des trucs contre lui. Il vaut mieux transformer ça. Et l'autre, il est encore plus simple. Ça s'appelle la respiration d'Atisha.
C'est-à-dire que quelqu'un est en colère. Moi, je l'ai fait avec un chauffeur de taxi. Je vous donne l'exemple. Chauffeur de taxi, je monte dedans sans lui demander son avis. Il dit oui, on ne monte pas comme ça. D'abord, je rentre chez moi, je ne vous emmène pas. Ah bah, je dis, écoutez, voilà, enfin, c'est pas très très loin. Oh là là, bon, bah, c'est bien, maintenant vous êtes installé, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Puis, papi, t'es pas sympa. Oh là là, mon Dieu. Puis ça lui faisait faire un détour, il devait rentrer chez lui et tout. Puis je voyais bien qu'il n'en pouvait plus, quoi. Il y avait un truc, je n'en voulais pas, mais je sentais qu'il y avait une énergie dans la voiture. Et en fait, la respiration d'Atisha, c'est inspirer le problème. Donc j'étais là, je me suis mis à le faire. J'inspirais sa colère, j'inspirais ce que ça me faisait, j'inspirais, et en expirant, j'envoyais de l'amour. C'est-à-dire que j'inspire, oh non, non, maman bête, vous me parlez comme ça quand même, je donne des sous en plus et tout ça et tout. Voilà. Puis, et j'envoyais de l'amour, et je recommençais. Et puis je remarquais qu'au bout d'un moment, j'avais moins de choses. C'est-à-dire que c'était moins par rapport à moi. Eh bien, je vais vous dire, le chauffeur, à un moment donné, bon alors, parce qu'il voulait me déposer à un endroit pour que je prenne le métro, parce que ça... Écoutez, bon, vous allez où exactement? Bon, allez, je vous emmène. Et au bout d'un moment, il a commencé à me dire, vous faites quoi? Et puis ça y est, on a eu une discussion, à la fin, il rigolait. Mais c'était spectaculaire. Ce chauffeur de taxi, je ne l'ai jamais oublié. Ça a été spectaculaire, le changement avec cette respiration. Donc, vous voyez, des fois, on voudrait dire des mots aux gens, mais il y a des fois des gens, vous êtes fâchés avec eux, ce n'est pas le moment de leur parler. Et ça va s'aggraver peut-être, même si vous avez si vous êtes gentil, vous y allez comme ça. Il vaut mieux faire dans l'invisible, commencer à transformer dans l'invisible. Et quand vous percevez que ça s'est détendu, là, vous pouvez y aller. Combien de fois vous avez voulu aller parler à des gens alors que ce n'était pas le moment où ils étaient prêts à recevoir? Donc, ils vous ont rembarré. Donc ça, c'est 2 exercices magnifiques. Voilà, vous me raconterez si vous l'avez fait. Voilà. C'est bon? Merci. Super.